Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP. Moi c'est Jules. Donc aujourd'hui, on vous fait un spécial top 10 à 3. Donc on a invité Jules, que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne dans nos aventures au Gen Con et que vous avez peut-être entendu sa voix sur notre podcast Un Board Game presque parfait. Puis aujourd'hui, on s'est lancé dans quelque chose de différent que les top 10 qu'on fait habituellement. Parce qu'on est des joueurs évidemment de jeux de société, on est embarqué dans ce hobby-là, chacun à une époque un peu différente. Fait qu'on essaie d'explorer les jeux en fait qui ont eu le plus d'influence sur nous, puis les jeux qui nous ont vraiment accrochés au hobby des jeux de société modernes, puis qui font qu'aujourd'hui on est des passionnés de jeux de société. Donc c'est vraiment un top 10 avec une saveur un peu plus personnelle à ce qu'on fait habituellement, là. Ouais, fait que pour cette raison-là, on va passer un petit peu moins de temps peut-être à expliquer les jeux parce qu'il risque d'avoir des jeux très connus qu'on sait déjà tous comment jouer sur cette liste-là. On va plus se concentrer sur quelle influence ils ont eu. Pour le fun, les gars, combien on a de doubles ou de triples croisements entre nos listes? Moi, je dis que moi et LP, on a au moins 2 crossovers. Avec toi, je dirais même peut-être trop... Ah non, 2. Puis avec Jules, j'en ai 2 aussi, d'après moi. Avec Jules, je pense que j'en ai juste un, puis je pense qu'il est triple. Oh, wow. Ça se pourrait. Ben, moi j'irais pousser jusqu'à 2 triples, pour être franc. Ouais, ok. Mais je suis pas sûr. Mais j'en ai au moins 2 avec David, ça je suis certain. LP, 1 sûr aussi. Il y en a un que... Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais que... Je sais que si Jules avait joué à ça, il serait dessus, mais il est peut-être trop jeune. Hop là. Justement, en parlant d'âge aussi, c'est drôle de voir que, tu sais, Jules, c'est peut-être celui que ça fait le moins longtemps qu'il est dans les jeux de société. Fait que, lui, c'est peut-être plus dans les années 2010 qu'il a commencé. Moi, c'est un peu avant. Fait que, c'est début des années 2000. Puis, LP, c'est un peu plus avant. Fait que, peut-être... Ouais, des années 90. Ouais. Fait que ça va être le fun de voir aussi les 3 générations un peu de gamers qu'on représente, là. Moi, je savais pas trop comment les classer dans le top 10, celui qui m'a le plus influencé, parce que ça vient à différentes époques. Fait que moi, je me suis pas cassé la tête, j'ai été du plus récent au plus ancien. OK. En date de parution. Fait que le top 10, le numéro 10, c'est le plus récent publié, puis le numéro 1, c'est le plus vieux de tous les jeux qui m'ont influencé. Okay, intéressant. Moi, j'ai essayé d'y aller avec le poids de l'influence un petit peu sur le joueur que je suis devenu aujourd'hui. Moi, je suis allé gros avec le cœur, pour vrai, là. Dans le sens où le jeu, ben, c'est quelque chose qui te rapproche vraiment gros des autres et tout ça, puis tu découvres plein de choses, évidemment, par certains jeux. Fait que je suis allé plus avec quel feeling que j'avais quand je le jouais, puis dans quelles circonstances je le jouais, en fait. Okay. Un peu plus vers ça. Okay. Fait que Jules, on est assez courtois à l'émission. On va te laisser lancer ce top 10 des jeux qui nous ont accrochés au hobby des jeux de société moderne. Je viens de lancer mon top 10. Donc, sans plus tarder, moi, je commencerai en position numéro 10 par le jeu, le Skip-Bo. Wow! Ben oui. Le Skip-Bo, qui est un jeu quand même, c'est un jeu qui date de 1967, donc je n'étais point né, bien évidemment. Nous autres non plus en passant. Non, ce jeu-là remonte à très longtemps, quand j'étais très jeune avec mes parents, mon petit frère, la famille. C'est un jeu qu'on sortait tout le temps en camping. Il était à toutes les sauces. Fait que c'est un jeu que j'ai appris à jouer ça fait très longtemps. Fait que déjà là, mon amour pour les jeux de cartes était grandissant déjà à cette époque-là quand j'étais très jeune. Donc ça m'a fait découvrir évidemment les jeux de cartes et tout ça, avec le jeu de bataille et tout ça, avec les fameuses 52 cartes qu'on connaît, là, mais ça m'a permis de sortir un peu de ce cadre-là, parce que on s'entend jouer au trou de cul, pige dans le lac et compagnie, c'est correct, c'est le fun, mais là, avec un cadre semi-défini, on s'entend ce qui est beau, là, c'est pas bien intense, là. Mais il reste qu'on sortait du fameux paquet de cartes, fait que je trouvais ça intéressant quand même. C'est mon premier plongeon vers
un jeu autre qu'un jeu de cartes traditionnel. OK. Puis c'est un jeu, Ah, c'est un jeu de pli, de lever, ça, me semble. Ouais. C'est un... Ben, plus ou moins. Dans le fond, Pas le vraiment. but, là, vite, là, pour ceux qui n'ont pas vraiment joué, là, c'est vraiment qu'on part avec un paquet de cartes qui est caché, que l'on doit terminer. On révèle la première carte de notre paquet, puis quand on est capable de la placer sur le jeu, ben, on la place, puis ça permet de faire baisser. Au milieu, on va placer jusqu'à 4, ben, pas rangées, mais piles, si on veut, qu'on peut aller de 1 à 12. Puis il existe la fameuse carte Skip-Bo qui est un joker. Okay. Donc à ce moment-là, tu as 5 cartes en main, tu joues en ordre. Quand tu es capable de placer ta carte sur le dessus de ton paquet, tant mieux, ça te donne une chance. Donc à ce moment-là, on peut. Oh, on a une autre participante. C'est c'est ça, je un suis à saut la félin. Ouais, Ouais. c'est un saut Ouais, très c'est gracieux. c'est le genre de jeu Skip-Bo que tu as 3000 versions qui existent, puis chaque famille avec qui tu joues a son petit propre set de règles à elle. Oui, oui, exact. Super. C'est bon. Le Moi, dans skip- mon. Oui, vas-y, excuse-moi. Ben, c'est ça, le Skip-Bo, c'est tout. C'est bon, dans mon cas, mon numéro 10, moi, comme j'ai dit, j'ai été en ordre chronologique inverse. Donc, c'est le jeu le plus récent de ma liste. C'est un jeu qui a été publié en 2005 par Days of Wonder. C'est le jeu qui m'a accroché au jeu coopératif. C'est les Chevaliers de la Table Ronde. Oh. C'est peut-être le troisième jeu coop que j'ai eu, que j'ai possédé, mais c'est vraiment le premier qui a marché tant que ça avec les différents groupes de jeux que j'avais. T'sais, fait que là, on connaît, dans le fond, on a des séries de main de cartes, on s'en va sur différents lieux dans le plateau, puis on essaie de faire soit 3-2, 3-5, des séries de 1 à 5 pour accomplir différentes quêtes. C'est aussi un des premiers jeux que j'ai joué qui avait le concept du traître, puis que ça fonctionnait bien à l'intérieur du jeu. Fait que c'est comme un mash-up qui n'existait pas à l'époque. Puis ça m'avait vraiment impressionné. Puis on est aussi dans les premières années, dans les 2-3 premières années, que Days of Wonder commençait à sortir des jeux avec du matériel d'extraordinaire qualité. Puis encore aujourd'hui, c'est un jeu que le matériel, même si ça fait 15 ans, tu sais, il est au sommet de sa forme, malgré tout, là, quand tu le regardes sur table, les figurines, les plateaux, les cartes, c'est vraiment du super beau matériel. Fait que mon numéro 10, les Chevaliers de la Table Ronde de Days of Wonder, m'a fait connaître la compagnie, les jeux coop, les jeux avec mécanique de traître. Wow! Ouais. Ben, moi, mon numéro 10, c'est aussi les Chevaliers de la Table Ronde. Puis la raison, c'est que c'est littéralement le premier jeu coop que j'ai joué. Puis j'étais gros dans les jeux de Days of Wonder quand j'ai commencé. C'est une compagnie qu'on m'a montré ces jeux-là au début. Puis comme j'ai vraiment trippé sur ces jeux-là, puis la qualité des composantes, le visuel, le gameplay, fait que c'est une des premières compagnies d'édition que j'ai vraiment regardé leur catalogue, puis de dire, hey, je me suis acheté un Days of Wonder cette année, c'est quoi celui qui sort l'année prochaine, c'est quoi les autres jeux qu'ils ont fait. Fait que c'est vraiment la première compagnie moderne que je me suis vraiment intéressé à leurs jeux. Puis on le sait aujourd'hui que je suis un gros fan des jeux coop, mais lui, c'est vraiment le premier jeu coop que j'ai joué. C'est notre ami Patrice qui me l'a montré pour la première fois au club de jeux de rôle de l'université Sherbrooke quand on allait le visiter. Donc, ouais, j'avais vraiment trippé. Puis, le thème vient aussi nous chercher. Là, on était tous des joueurs de D&D. Fait que, hey, les gars, on joue les Chevaliers de la Table Ronde, un jeu coop. On peut jouer un jeu coop de société. C'était tout nouveau pour nous autres. Puis, on a vraiment embarqué là-dedans. Puis, c'était vraiment le fun. Je sais pas s'il est si bien vieilli que ça comme jeu coop. Mais j'ai lu des posts sur la page de Bruno Catala qui travaillait sur un remake. Une nouvelle édition, un remake avec le même système, avec les chevaliers, mais dans une autre époque ou dans une autre affaire. Mais c'est ça, de faire une nouvelle édition, remake de ce jeu-là. Je serais pas surpris, tu sais, ils ont refait la Société de Cléopâtre, ils ont refait Colisée, ils ont refait même, c'est pas tout à fait la même compagnie, mais c'est le même groupe d'auteurs sensiblement, Ghost Stories en Last Bastion. Fait que là, c'est à la mode là, d'aller chercher les jeux du début des années 2000 puis des refaire. Hein. Voilà. Ça serait intéressant parce que... Il y a Kemet là, de ce temps-là qui va être sur Kickstarter bientôt. Il est arrivé aujourd'hui. Ok, il est arrivé aujourd'hui, bon, c'est ça. Fait que il y en a plein. Là. Non, c'est ça. Puis en plus, ce jeu-là, moi, j'ai jamais eu la chance d'y jouer. Parce que j'ai commencé à jouer pas mal plus tard. Là. Vous allez voir, mon premier jeu coop, il date pas de 2005. Là. J'ai commencé à jouer pas mal plus tard. J'ai pas eu la chance de le jouer. Fait que si un reprint, peut-être ça va me donner... Malgré qu'il doit être encore aussi bon, je sais pas. L'avez-vous joué dernièrement? Ça doit faire un bon 2-3 ans, j'ai pas joué à ça. Ok. Tu l'as encore dans ta collection? Moi, je l'ai encore. Faudrait le ressortir pour le fun.
Ben, j'aimerais ça essayer ça, ouais. Toi, tu l'as plus, David? Je l'ai jamais eu, en fait. Ah, tu l'as jamais possédé. Moi, je l'ai encore. J'ai déjà joué, je l'ai déjà amené à l'école pour jouer avec des élèves. Ok. Ah, c'est Intéressant. parfait. Jules? Numéro Ouais, moi, 9. je vais continuer avec notre ami Patrice, parce que Patrice m'a fait découvrir ce jeu-là, Oh. Je sais en c'est numéro quoi. 9. Ça, Ça je le sais, c'est s'appelle quoi. Above and Below. Oh. Above and Below, c'est un jeu qui m'a fait découvrir, mais il m'en a fait découvrir plus d'un, là, on s'entend. Mais celui-là, c'est un jeu qui avait amené chez vous, Dave, une soirée, je me rappelle plus laquelle. C'est un jeu qui date de 2015. C'est un jeu de mon auteur chouchou, dont Chandail. j'arbore le chandail en ce moment, Red Raven. Ryan, C'est Ryan Lockhart que j'aime beaucoup. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue, ben oui. On le très sait qu'il nous écoute. sympathique. Très sympathique. Pas gêné du tout. Non, je suis super à l'aise. Faudrait le mettre dans une pièce avec Isaac Childress, voir. Ah, attends. Ce jeu-là m'a fait aimer encore plus les jeux de société parce que c'est beau, c'est le fun, t'as une histoire derrière ça dans le sens où c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros là, jusqu'à un certain point. Là, on a une espèce de livre au complet avec plein d'histoires, avec des choix que tu as à faire selon l'histoire qu'on va te lire. Puis c'est tout fait par lui-même, M. Lockhart, là, avec sa blonde, je pense, là, qui ont fait tout le livre. Les histoires c'est vraiment bien. Le art que lui fait aussi, vraiment excellent. C'est un genre de worker placement mélangé avec... bon, c'est sûr, il y a des dés là, pour savoir un peu là, quelle place tu vas explorer, tout ça, là, mais l'idée du jeu est vraiment très très bien. Là. Moi, pour vrai, là, j'ai trippé, j'ai embarqué solide là-dedans. Là. C'était assez incroyable. Okay. Above and Below, là, wow. Ouais, puis ça a-tu été comme ta première expérience de jeu, mettons, de type euro? Je te dirais qu'avant ça, j'avais peut-être joué à Lords of Waterdeep une fois ou deux. Mais j'avais trouvé ça très bon, Lords of Waterdeep, on s'entend, mais vu que c'était au début, j'avais pas vraiment apprécié tant que ça. Parce que, veux pas, au départ, là, des gros jeux lourds, quand tu commences à apprendre ça et que tu n'as jamais vraiment joué, c'est difficile à prendre en main. Je l'avais joué sans trop comprendre ce que je faisais, je pense, Lords of Waterdeep, là, mes deux premières games. Puis là, plus ça avançait, plus j'ai joué à des jeux un petit peu plus faciles d'approche. Quoique aujourd'hui, il est très facile d'approche, on s'entend, là, mais... puis quand je suis arrivé à Above and Below, là, j'ai fait oh, OK. C'est un jeu qui est lourd, mais pas tant, dans un sens. C'est un jeu qui est plus euro, effectivement, que j'ai accroché. Là. Les composantes, le art, tout de ce jeu-là, vraiment. Là. C'est un beau jeu, puis c'est un bel univers aussi qui est créé avec ça. Ouais, oh, ouais. Ah, j'ai hâte d'avoir Sleeping Gods. Je l'attends. C'est bon. Fait que mon numéro 9, si je continue, c'est dans le fond la raison pour laquelle il est là. C'est un jeu que j'aime encore beaucoup aujourd'hui, malgré tous ses défauts. C'est un jeu qui n'est pas super bien vieilli parce qu'il prend beaucoup trop de place et il y a beaucoup trop de stock qui se passe en même temps. Il y a 72 millions d'extensions. C'est un jeu que je joue encore une fois par année. Il est sorti en 2005. Puis la raison pour laquelle il est si important pour moi, c'est qu'il m'a initié à la mythos de Cthulhu. C'est le jeu Horreur à Arkham de FFG. On a un énorme plateau, puis on se promène dans une ville, puis il y a des monstres partout. On essaie de fermer des portails, puis il y a un grand ancien qui veut se réveiller. La deuxième édition, évidemment, là, celle que je connais, c'est ton deuxième lien en haut, Dave. Arkham Horror, le deuxième. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le jeu que j'avais déjà entendu, là, le Necronomicon, puis Cthulhu, des trucs comme ça. J'avais pas joué au RPG de Call of Cthulhu quand j'étais plus jeune. Fait que c'est ce jeu-là qu'à un moment donné, j'ai vu ça sur une tablette, puis j'ai dit, ça a l'air cool. Je l'ai pris, je l'ai acheté, puis depuis, ben, je possède tout ce qui existe avec des composantes améliorées. Puis c'est encore un jeu que j'aime beaucoup aujourd'hui. Puis j'ai acheté à peu près tous les autres jeux qui ont la thématique de Cthulhu par la suite, le Elder Sign, Death May Die, le jeu de cartes d'horreur Arkham, qui viennent tous un peu, tout ce que FFG a fait, c'est inspiré beaucoup de celui-là qui était sorti à l'époque. Sans oublier l'excellent jeu de deck building de Cthulhu. De Cthulhu, Horror in Dunwich. Il n'y a pas juste eu des bons jeux de Cthulhu, malheureusement.
Parce que, tu sais, même le Love Letter de Cthulhu, il est intéressant. Mais, tu sais, Ouais. on s'entend pour dire que maintenant, dans le board game, c'est une thématique qui est trop exploitée. Là. Des jeux d'horreur tentaculaires, il y en a un puis un autre. Marvel. Puis là, on voit... puis là, on voit sur la photo que tu montres toute la place que ça Ah, c'est prend. Là, énorme, c'est le fou. plateau. Ce jeu-là, c'était énorme. Puis là, il y a un plateau d'extension sur celui que tu mets, qui est celui de Dunwich, je pense. Ouais. Mais je me Dunwich. rappelle que quand tu nous l'as fait découvrir, en tout cas à moi, t'avais, je pense, 4 tables pour cette Moi, j'avais... jeu. Quand j'ai le setup, je prends toute ma table de cuisine avec la rallonge, j'ai une espèce de table de bar à côté, là, que là, on installe des decks de cartes dessus, puis je sors une table de poker pour avoir tous les paquets de cartes rencontres puis les objets de l'autre bar. Fait que, c'est une expérience quand j'installe ça. Là-dedans, il y a quand même le tiers qui te servira pas, là. Au nombre de games que j'ai joué dans ma vie, il y a beaucoup qui a servi. Mais j'ai assez de stock que c'est le fun parce que selon les extensions, je suis freak avec ce jeu-là. Selon les extensions que je mets, mes paquets de mythos sont déjà toutes prêtes dans ma boîte. Fait que j'ai un gros paquet de mythos de prêtes. Si c'est telle et telle extension que je joue, j'ai un gros paquet de mythos de prêtes. Si je veux jouer juste avec celle-là. Fait que c'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment adoré. Que moi et ma conjointe, on joue encore une fois à veille de Noël à tous les années. Ouais, c'est notre tradition du temps des fêtes. C'est notre tradition du temps des fêtes. On joue au réveillon du jour de l'an, là, on déballe le cadeau avec les enfants, les petits vont se coucher, puis à 10h, on s'installe ça jusqu'à 2h du matin. Wow. Fait que c'est ça, mon numéro 9, Horreur Arkham, que j'adore. J'ai pas acheté la 3e édition, j'aime encore trop la 2e. Bon choix. Ouais. Mon numéro 9, c'est un jeu de Days of Wonder, parce que comme j'ai dit, je tripais sur les Days of Wonder au début. Puis c'est Colosseum, qui avait... Ça, c'est la nouvelle version, là, mais moi j'ai celle de Days of Wonder, évidemment. Donc, Colosseum, c'est un jeu de négociation, collection d'ensemble, d'enchères. On va essayer de ramasser différents acteurs pour faire un spectacle de gladiateurs là, dans le Colisée. Fait qu'on peut recruter des gladiateurs, des animaux, des décorations, des chars, des bateaux, qui sont des petits jetons. Et on va essayer de faire ces collections d'ensemble-là sur les spectacles qu'on a achetés pour essayer de faire le plus de points. Fait que c'est comme un des premiers jeux que j'ai joué dans lequel il y avait comme justement plusieurs mécaniques qui se recoupaient ensemble. Tu sais, il y a de l'enchère, t'as le set collecting qui est vraiment très présent. Puis t'as aussi un scoring qui est assez unique. Là, pour vrai, même aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de jeux qui utilisent un scoring comme Colosseum. Je suis pas sûr, j'ai déjà revu ça. Je l'ai revu dans Castel, qui est un jeu où tu fais des pyramides humaines. Là. Fait que t'as un peu le même principe. Dans le fond, c'est que tes points s'accumulent pas. Puis que le but du jeu, c'est de faire le meilleur spectacle. Fait que si je fais un spectacle de 40 points au premier tour, ben, je suis à 40 points. Mais si je fais un spectacle de 35 points au deuxième tour, je fais pas de points parce que j'ai pas battu mon meilleur spectacle. OK. Ah, c'est intéressant. Mais là, tu vas comme upgrader ton Colisée, tu vas recruter des nouveaux spectacles. Fait que tu vas essayer de faire un spectacle plus gros, plus épique, qui va générer plus de points aussi. Tu as aussi des personnages qui se promènent, l'empereur, les sénateurs, que tu peux essayer d'influencer avec des roulements de dés pour les faire arriver dans ton Colisée pour donner un bonus de spectateurs. Fait que t'as quand même pas mal de petites affaires à gérer. Puis pour vrai, c'était vraiment très cool comme jeu. Ouais. Beaucoup de choses qui se faisaient dans ces mécaniques-là. Puis le matériel, encore une fois, c'était du Days of Wonder, c'était super beau. Le plateau, l'insert pour tout ranger ça. J'ai encore ma vieille édition de Days of Wonder. Là, j'ai pas acheté la nouvelle version de TMG. Là. Je trouvais que celle de Days of Wonder était juste trop belle puis pour m'en défaire. Puis c'est un jeu que, à chaque fois que j'en parle, comme ça me donne vraiment le goût de rejouer à ce jeu-là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué pour vrai. Là. On n'a jamais joué ensemble, j'ai jamais joué à ça. Puis c'est ça, c'est un jeu qui joue à 3 et plus, là, vu qu'il y a un aspect enchère négociation. Il faut que tu sois au moins 3. Là. Mais pour vrai, c'est encore une fois, c'est un jeu qui m'a donné la piqûre puis qui m'a un peu montré justement que dans un jeu, on pouvait inclure plusieurs sortes de mécaniques pour faire un ensemble assez intéressant à l'intérieur de ce jeu-là. Fait que Colosseum, ça serait mon numéro 9. Très bon choix, très bon choix. Ouais, numéro 8, tantôt je vous parlais du fait que j'ai pas commencé à gamer en même temps que vous autres, disons. J'ai commencé un peu plus tard que vous dans l'univers. J'ai un trio de jeux qui fait partie de mon top 10. Le premier de ce trio de jeux-là, puis les autres vont apparaître plus tard, là, mais le premier de ce trio de jeux-là qui m'a fait aimer vraiment beaucoup les jeux qu'on connaît aujourd'hui, c'est Atlantis Rising de 2012. Oui. Il y a un reprint qui est arrivé qui est très beau, que j'ai pas. Là. Ça a apparu sur Kickstarter il y a pas très longtemps.
Ce jeu-là, pour vrai, là, m'a fait aimer les jeux de société de façon assez incroyable. Je me rappelle plus le nombre de games qu'on a joué, David. On en a joué en salle. On en a joué beaucoup avec ma femme, entre autres. Donc, on a découvert ça là, dans ces années-là, à peu près, 2012-2013. Puis, pour vrai, là, c'est un excellent jeu. Encore aujourd'hui, j'aime encore le jouer. Le reprint m'intéresserait peut-être, mais en même temps, David a encore le jeu de base, puis il fait la job solide. Il fait ce qu'il a à faire. Ouais, je l'ai le reprint, moi. Moi, pour vrai, là, dès la première fois que j'ai joué à ce jeu-là, je tombais en amour solide avec l'idée du jeu, puis l'aspect coop des jeux. C'est un de mes premiers jeux coop, puis à ce moment-là, je me suis défini en tant que joueur coop là, assez intense. Si on a le choix, tu me donnes le choix de jouer à quelque chose de coop ou pas dans une soirée, c'est sûr que je vais prendre le coop. Donne-moi pas le choix parce qu'on va jouer coop. Fait que Atlantis Rising, vraiment, là, c'est dans mes tops. Puis c'est un jeu que ça fait longtemps puis que je pense que beaucoup connaissent. Beaucoup de gens le connaissent quand même, là, ce jeu-là. Puis je me souviens, on l'a ressorti l'été passé, on a joué une game l'été passé, puis là, on est comme... on a tellement joué à ce jeu-là, on le met à hard, puis finalement, on s'est fait dévisser. On s'est fait démolir! Puis je suis sûr que si on demandait à ta blonde c'est quoi son jeu préféré, je pense qu'elle nommerait Atlantis Rising. Ah, il serait dans son top 3 facile. Ouais, facile. Je pense que oui. Ah ouais. Un excellent jeu. Donc, je continue avec mon numéro 8. Dans mon cas, c'est un jeu que je sais que... Ben, je pense que vous avez joué les deux. C'est le jeu qui, pour moi, a uppé, à défaut d'un meilleur mot, là, qui a amené à un autre niveau le wargame stratégique, des figurines qui se déplacent avec sur un plateau en éliminant des unités, avec essayant de contrôler des territoires puis en allant capturer les forteresses de l'autre. C'est un jeu qui est dans un IP que j'aime beaucoup. Puis là, on était à l'époque où les films sortaient en fou. Oh. Fait que c'est le Seigneur des Anneaux. Ben, la guerre de l'anneau. War of the Ring. Je pense que vous l'avez essayé tous les deux. Le jeu avec toi. Ouais, c'est ça. Je l'ai montré tous les deux. Fait que c'est un énorme jeu, le setup. Il est super long. C'est les jeux que je pense qu'on l'avait nommé dans notre top 5 pour remplacer Risk. Là, je suis pas certain. Ou peut-être la version expert, je suis sûr. Mais bref, c'est un énorme jeu avec les règles de base. Là. Fait que tes unités se déplacent. Tu vas lancer des dés quand tu vas attaquer. Chaque unité est représentée par un dé. 5 et 6, c'est des succès. Mais lui, il a sa mécanique de base que j'aimais beaucoup, qui est au début de ton tour, tu lances une batterie de dés, puis selon les résultats que tu as, ça donne les actions que tu vas avoir pour le tour. Fait que là, après, il faut que tu fasses le mieux possible avec ces actions-là. C'est un des premiers jeux que j'ai joué qui avait des conditions de victoire variables. Chaque faction a deux conditions de victoire. Deux conditions de victoire. Tu peux soit avoir une victoire militaire, soit avoir une victoire par rapport à l'anneau. Là. Fait que si t'es le méchant, tu vas corrompre le porteur de l'anneau. Si t'es les gentils, tu vas détruire l'anneau dans le mont Doom. Un nom très original. Fait que c'est un jeu qui a déjà 16 ans. C'est un jeu que je possède encore, que j'aime beaucoup. Il y a eu une deuxième édition qui est sortie quelque part en 2012, 13, 14, dans ces eaux-là. Il y a une deuxième édition qui est sortie, qui n'ont pas changé grand-chose. La qualité du matériel est un petit peu mieux. Les cartes sont plus grosses. Il y a des petits twists au niveau des règles, mais c'est sensiblement le même jeu. Fait que moi, j'ai encore la première édition. Puis il y avait eu des extensions là, avec les trends des elfes, d'autres plateaux, tout ça. Fait qu'un de mes premiers gros jeu de guerre de territoire que j'ai eu quand j'étais dans la jeune vingtaine, puis je l'ai acheté, ça faisait pas longtemps qu'il était sorti, puis on a joué en tabarouette. Puis il y a aussi, mine de rien, c'est un jeu qui est 2 contre 2, ou même idéalement 1 contre 1. Fait que moi, je le vois beaucoup comme une inspiration pour un autre grand jeu qui s'appelle Star Wars Rebellion. Ouais. C'est vraiment une première version de ce jeu-là, même si... Parce qu'il y a le même concept de cacher, c'est juste que c'est ta troupe de l'anneau qui se déplace de façon cachée sur le plateau. Fait qu'il y a beaucoup de concepts similaires, puis un peu comme Star Wars Rebellion, c'est Lord of the Ring in a box. Tu revis tous les événements importants de Lord of the Rings avec l'attaque des Trent, la trahison de Saruman, les gens qui quittent la communauté de l'anneau puis qui vont se joindre à différentes guerres un peu partout. Fait que pour moi, un très, très, très bon jeu. Très gros, beaucoup trop de règles, extrêmement complexe, mais un excellent jeu. La guerre de l'anneau. Oui, Jules? C'est un excellent choix, puis pour vrai, pour l'avoir joué 2-3 fois ensemble, c'est toujours des games épiques, puis à souvenir. Ça, c'est le fun dans le board game aussi, que tu fasses comme « Hey, vous rappelez-vous la game qu'on a faite? Vous aviez tellement passé proche de nous battre, mais coudonc, on a réussi le dernier jet de dés, puis ça se joue tout le temps à la fin. » Fait que ça, l'expérience du jeu, puis le fait que ça fait des parties mémorables, ça, c'est
C'est vraiment bien, puis ça accroche justement à ce genre de jeu-là, bien évidemment. Oui, c'est ça. Parce que ça revit des affaires qu'on a écoutées quand on était jeune adulte, des romans qu'on a lus, ou les films qu'on a écoutés, ou les séries. Ouais. Fait que ça, puis on revit ces moments-là. Fait que quand Gandalf va se battre contre le Balrog, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel. Ben oui. Fait que c'est ça, c'était mon numéro 8, La Guerre de l'Anneau, sorti en 2004, puis c'est mon dernier jeu des années 2000. Oh. Wow! Après ça, on fait juste tomber plus bas, là. Après, on s'en va de plus en plus vieux. Ben moi, mon numéro 8, c'est un jeu qui est sorti en 2000, justement. Okay. Donc, ça a été un de mes premiers jeux avec un élément un peu de rôle caché, qui est pas le loup-garou, en fait, là, mais qui est Citadel. Ouais. Donc, Citadel, on a tellement joué à ce jeu-là. Donc, c'est un jeu, à chaque ronde, on va avoir un rôle différent parmi les 8-9 rôles là, qui sont offerts. Puis chaque rôle est numéroté. Puis après ça, on va juste appeler chacun des rôles. Puis dans le fond, quand c'est à ton numéro, ben, tu vas pouvoir révéler ton rôle, faire ton action. Puis évidemment, chaque rôle avait une action spéciale. T'as comme l'assassin qui va tuer un des autres rôles sans trop savoir si quelqu'un l'a pris ou pas. T'as un voleur qui va essayer de voler un rôle à quelqu'un. Je vais voler le roi. Voler le roi, parce qu'évidemment, le roi, on sait qu'il est là, à moins qu'il soit défaussé au début. Bref, c'est le genre de jeu qu'on sortait partout. Que j'ai probablement joué avec plein de monde, que j'ai initié plein de monde avec ce jeu-là. Citadel, Jules, justement, c'est un des jeux que je t'ai fait essayer éventuellement. Vraiment un bon jeu. Puis on a tellement joué. Il y a eu une troisième édition en 2015, je pense, qui avait des extensions, des rôles de plus et tout ça. Là, j'ai pas joué avec celle-là, j'ai encore ma vieille édition de 2000 là, de Citadel, mais le nombre de soirées qu'on a passé à jouer à Citadel. Donc c'est vraiment un bon jeu de cartes, un petit jeu de gestion, puis on se construit un petit tableau de cartes pour faire des points, mais la dynamique des rôles et tout ça, je trouvais ça trippant, puis c'est ce jeu-là qui m'a fait essayer ensuite d'autres jeux de rôle cachés, dont Loup-Garou, dont Secret Hitler éventuellement, mais c'est vraiment ce jeu-là qui a parti le bal pour moi dans ce type de jeu-là. Donc Citadel, pour moi, là, ça reste un de mes jeux là, qui m'a le plus marqué là, dans ce style de jeu-là. Des jeux de rôle cachés avec du bluff et tout ça. Donc vraiment des belles expériences avec ce jeu-là. Ouais. C'est un très très bon choix. Puis il était particulier parce que contrairement aux autres jeux de rôle cachés qui sont venus par la suite, il n'y a pas de négociation dans ce jeu-là. Tu sais, c'est ton option, c'est concret. Ouais, ben, ce que je veux dire, c'est que ton option est concrète. Quand c'est à toi de jouer, tu construis un bâtiment, tu vas jouer des cartes de ta main pour construire des bâtiments. Fait que c'est facile d'initier les gens à ce jeu-là parce que des fois, des jeux de négociation, ça peut être difficile quand quelqu'un qui n'est pas habitué. Et puis la dynamique aussi que ton rôle, tu l'as juste pour une ronde. Là. À chaque ronde, les rôles changent. Fait que ça aussi, cette dynamique-là, t'as le fun. Là. C'est le fun, oui. Excellent. Mon numéro 7. Numéro 7, c'est un autre jeu du trio qui m'a fait vraiment découvrir les jeux coop et embarquer solide. C'est ma première expérience de jeu Tower Defense. Okay. C'est un jeu qui date de 2009 et ça s'appelle Castle Panic. Castle Panic, c'est un jeu justement de Tower Defense, de gestion de main carte où on doit empêcher des vilains de venir péter notre tour, nos 6 tours en fait. Il y a des murs, on peut en reconstruire si jamais ils sont brisés. Le design du jeu est juste vraiment bien dans le sens où... Ouais, ça c'est des photos, là, mais je viens de vendre le design du jeu, il est beau, on met un photo. Ouais, ça a plus d'allure. Le design du jeu est intéressant avec les jetons. Pas besoin de miniatures à ce moment-là. C'est sûr que si on voulait, on pourrait refaire un beau Kickstarter avec des exclusifs miniatures. En fait, il est là présentement, je pense. Incroyable. Mais... ouais, ils font une Big Box Deluxe édition avec des figurines. Wow. J'espère qu'ils ont un plateau tournant pour les... peu comme dans ce que Sleepy Hollow va avoir. Les jetons font vraiment la job parce que tu tournes puis les points de vie sont sur les pointes des triangles. Exact. Puis c'est vraiment intéressant. On peut s'échanger des cartes quand c'est notre tour. On peut piger les cartes et tout ça. Dans le fond, c'est qu'on va sortir des monstres qui vont apparaître dans la forêt. Et selon le type de monstre, il va avancer de temps par tour et tout ça. On peut avoir des cartes pour les repousser dans la forêt. Mais le but, c'est qu'ils ne rentrent pas dans le mur. S'ils rentrent dans le mur, ils brisent le mur, mais ils perdent un point de vie. Et là, on va jouer des cartes. Exemple, je sais pas, moi, j'ai un archer vert. Mais là, je peux juste attaquer quelqu'un qui est dans l'arc vert dans la zone archer.
Donc, à ce moment-là, on peut planifier des tours d'avance. Exemple, moi, j'ai un knight dans mes mains qui est comme la deuxième structure. Ben là, je peux dire, ben là, moi, je peux pas le jouer tout de suite, donc je vais l'échanger avec mon voisin de gauche qui va jouer après moi. Donc, on peut... c'est un jeu qui est coopératif, qui amène justement à la discussion beaucoup, à savoir un peu la stratégie à prendre. C'est sûr que là, le jeu de base, c'est assez de base. Le jeu commence à shiner vraiment avec l'expansion avec The Wizard Tower, où on a des spells. Chain Lightning et tous les wizards de ce monde se reconnaîtront dans ces spells-là. C'est là que le jeu commence à shiner vraiment bien. Puis je vous dirais que chacune des expansions amène quelque chose de bien. Si vous pouvez l'avoir avec toutes les expansions, go for it. Là. C'est un très très bon jeu. Puis je le joue encore aujourd'hui. Je vous dirais que la longueur du jeu aujourd'hui me dérange un peu plus qu'avant. Je pense qu'il y a des jeux qui font la même chose, mais qui peuvent qui peuvent jouer un petit peu plus rapidement. Mais pour vrai, j'y rejouerai encore juste pour les souvenirs que ça m'amène. Étant donné que c'est mes premiers amours dans les jeux de société moderne, je te dirais que je dirais jamais non à une partie. Vraiment très très bon jeu. Ça reste encore aujourd'hui un bon Tower Defense, je pense. Je pense que oui. C'est un jeu, il n'y a pas tant de jeux que ça qui l'ont exploité aussi bien que ça. Tu as littéralement une tour dans le milieu du plateau avec des monstres qui foncent dessus. Tu peux pas être plus Tower Defense que ça. Mais il y en a des beaucoup plus intenses. Là. Me semble c'était pas King's Armory ou je sais pas quoi là, qu'on avait joué, David. Ouais, avec les tours en 3D. C'était bien, mais c'était lourd, je trouve. Castle Panic, t'as l'idée du Tower Defense, puis ça fait la job en masse. C'est pas trop compliqué. Ça se fait bien, t'as l'idée, t'as le gameplay du Tower Defense, puis c'est bien correct comme ça pour vrai. Très bon choix. Numéro 7, Castle Panic. Yes. Fait que j'ai continué avec mon numéro 7. C'est un jeu de 1996. C'est un jeu qui est un spin-off d'un autre jeu qui aurait pu être dans ma liste, mais que j'ai joué juste une fois puis que j'avais détesté, mais j'ai vraiment trippé sur le spin-off. Puis c'est un peu ça qui m'a introduit à des mécaniques euro de gestion de ressources, de construire des bâtiments, d'aller chercher des points de victoire. C'est le jeu Les Colons de Catan, mais le jeu de cartes. OK. Fait que Les Colons de Catan de Card Game. Il a été réédité depuis sous le nom... je pense que c'est Les Princes de Florence. Ça? Ah, peut-être, je sais pas. Les Princes de Catan, non, les Princes de Catan, quelque chose comme ça. Mais oui, c'est celui. C'est la version à 2 joueurs, ça? C'est une version des Colons de Catan spécifiquement à 2 joueurs. Fait que tu joues juste avec des cartes. Mais sinon, il y a le même principe que Catan, c'est-à-dire qu'au début d'un tour, tu vas lancer un dé, puis tes différents territoires qui produisent des ressources, ils vont produire selon le résultat du dé que tu as lancé. Fait que si tu roules un 4, tous tes territoires qui ont un 4 d'imprimé dessus vont produire. Puis l'idée, c'est que tu vas tourner une carte de 90 degrés pour montrer le nombre de ressources qu'il y a sur cette carte-là. Fait que quand tu achètes des bâtiments, tu vas tout tourner tes cartes pour montrer les bâtiments que tu dépenses. Puis un peu comme tu vois sur la photo que tu commences avec une petite ville, un petit spot pour commencer, puis tu vas construire des routes de chaque côté, puis tu essaies de t'étendre, mais de façon horizontale. C'est une drôle de phrase, ça. En allant construire des settlements de chaque côté, puis en allant construire des bâtiments autour de tout ça. Puis c'est le premier qui a un certain nombre de victoires qui l'emporte, un certain nombre de points de victoire qui l'emporte. Fait que c'est un des premiers jeux que j'ai joué, peut-être même le premier, qui est vraiment très, très, très axé sur la gestion de tes ressources, puis qui est quand même aussi assez dans ta face, parce qu'il y a des cartes que tu vas jouer, que tu vas aller voler des ressources de l'autre, il y a des brigands qui vont passer, piller des trucs. Puis il y a 8 extensions qui existent au jeu, qui sont des espèces de decks de cartes supplémentaires à thématiques particulières, les chevaliers, les marchands, etc. Puis tu peux toutes les mélanger, où chaque deck a une façon de s'incorporer. Tu peux faire du deck building, fait construire quel deck moi je veux. Tu peux jouer une extension contre une autre extension. Fait que moi, je pourrais dire je joue avec l'extension Chevalier et Templier, puis toi, tu joues avec Machine Dragon. Puis on a chacun notre petit deck d'extension, puis tu vas construire tes affaires avec ça. C'est vraiment un excellent jeu. Je possède encore la première édition et toutes les extensions qui existent, puis on joue encore assez régulièrement. C'est un des meilleurs jeux de cartes que je connais à 2, puis aussi un des seuls qui a ce concept euro-là de gérer tes ressources, de construire des bâtiments, d'upgrader tes villes. Comme vous le voyez, c'est un jeu qui peut prendre quand même assez de place sur une table. Oui, quand même. C'est une toute petite boîte là, à la base. Okay. Un jeu de 1996, moi j'ai joué juste une fois au Colons de Catan, j'ai vraiment eu ça. Mais le jeu de cartes à 2, celui-là, j'ai vraiment, vraiment adoré.
Moi, mon numéro 7, tu sais, quand j'ai commencé à jouer à des jeux de société, tu sais, avec notre background de jeux de rôle et tout ça, de D&D, on dirait qu'on était plus dans des jeux Ameritrash. Fait que tu sais, j'avais moins joué à des jeux très euro, gestion de ressources et tout ça. Puis à un moment donné, je voulais commencer à essayer ce type de jeu-là. Donc évidemment, j'étais allé sur Board Game Geek. Et à cette époque-là, c'était Agricola qui était numéro 1 à Board Game Geek. Fait que je m'étais acheté Agricola. Mais c'est pas nécessairement le meilleur jeu pour commencer à aimer le worker placement. Fait que j'avais été comme un peu mitigé. Je l'avais acheté, j'avais joué une couple de parties, puis j'étais comme... J'accrochais pas tant que ça à ce style-là. Mais mon numéro 7, en fait, est venu un peu plus tard. Puis c'est vraiment le jeu qui m'a fait aimer le placement d'ouvriers, puis qui m'a donné cette piqûre-là pour aimer ce style de jeu-là. Puis je sais pas si c'est pour sa thématique, mais c'est Lords of Waterdeep. Oh, ça c'est bon ça. Donc Lords of Waterdeep, qui se passe dans l'univers de Donjons Dragons. Donc on construit la ville de Waterdeep, on est un seigneur, on essaie de faire des points. Donc dans le fond, tes ressources, c'est des aventuriers dans ce jeu-là. Fait que au lieu d'avoir du bois, de la pierre, puis du blé, ben c'est des guerriers, des voleurs, des prêtres, puis des magiciens. Puis évidemment, moi j'ai les petits meeples cool que j'avais reçus à ma fête pour pimper mon jeu. Donc, Lord of Waterdeep, on va avoir un plateau commun dans lequel on va construire des bâtiments que les autres joueurs vont pouvoir contrôler. Donc, si tu utilises un bâtiment, une action d'un autre joueur, ben, faut que lui, ça va lui donner quelque chose, aussi quand tu utilises son bâtiment. Fait qu'il y a vraiment des dynamiques intéressantes dans ce jeu-là. Puis, justement, la thématique me parlait plus que peut-être celle de gérer une ferme. Mais c'est sûr qu'il est aussi moins complexe ou moins profond qu'un Agricola. Mais c'était peut-être ça que j'avais besoin justement pour me lancer là-dedans, d'avoir un jeu qui avait cette simplicité-là, mais qui avait quand même une certaine couche de profondeur puis de stratégie. Fait que j'avais vraiment trippé sur Lord of Waterdeep. Puis même aujourd'hui, c'est un jeu que j'ai encore, que j'ai les extensions, que je pourrais ressortir n'importe quand. Puis ça me dérangerait pas de jouer une partie. Fait que c'est vraiment ce jeu-là qui m'a donné la piqûre pour le placement d'ouvriers. Puis on sait aujourd'hui des jeux de placement d'ouvriers, il y en a une tonne, puis un autre. Là. Eh oui, oui. Donc, mon numéro 7, Lords of Waterdeep. On se doutait qu'il serait là. Eh oui. Oui. Solide choix. Moi, mon numéro 6, je suis un peu à l'envers de vous autres, les gars. Dans le sens où, je m'explique, les jeux de rôle, vous avez joué à ça avant, j'imagine, de rentrer dans l'univers du board game. Moi, c'est le contraire. Puis ce jeu-là m'a donné le goût d'essayer du jeu de rôle. Et ce jeu-là s'appelle Castle Ravenloft, dans l'univers de D&D, justement. Donc, il m'a amené un peu dans un des settings de D&D qui est quand même reconnu chez les joueurs, semble-t-il. Chez nous aussi, c'est reconnu, Ravenloft. Ouais. Fait que tu sais, ça m'a amené un peu à la thématique de Donjon Dragon, l'aspect fantasy et tout ça de ça. Tu sais, j'étais un grand fan de Lord of the Rings et tout ça, de la fantasy. Donc, ça a été facile pour moi d'accrocher à ce style-là. Et là, on poussait plus loin. Là, tu sais, chacun a sa propre classe, ses propres skills à utiliser et tout ça, les at-will de ce monde et tout ça, dans le fond. Puis ça a été un des premiers dungeon crawl que j'ai fait et joué. Puis pour vrai, là, j'ai embarqué ce jeu-là, j'ai trippé, mais solide. Les figurines sont... C'est sûr que là, moi, j'avais la chance de jouer avec David. Là. David avait toutes les figurines pour vrai. Ouais, dans le jeu, j'avais les versions de Wizard de D&D, mais ils étaient peintes. Ouais, c'est ça. Fait que ça donnait encore un peu plus, parce que dans le jeu de base, on le voit, là, c'est des couleurs. Là, exemple, tu as des bonhommes qui sont toutes bleues ou toutes rouges. Là, tandis que David, lui, c'était des peintes là, vraiment intenses. C'était les mêmes modèles, c'était quand même drôle. Ouais, c'est vraiment très très bien. Pour vrai, ce jeu-là m'a initié au Dungeon Crawl. Après, je n'ai joué 250 000 autres. Mais c'est vraiment le premier à l'avoir, je trouve, bien fait pour moi. On s'entend que ça date quand même de 2010, ce jeu-là. Mais pour moi, c'est dans mes plus vieux jeux que j'ai joué. Fait que dans les jeux modernes, bien évidemment. Fait que ça m'a accroché vraiment beaucoup. Le fait que justement, on avance, on sait pas trop ce qu'on s'en va, on dévoile des tuiles. Faut gérer nos points de vie, puis aussi toute la synergie qu'il y a avec les autres. C'est pour ça que ça m'a intéressé après de voir le D&D, comment ça fonctionnait.
Parce que tu te dis, OK, ben là, on a un cléric dans notre gang. Lui, sa job, c'est de healer les gens pour pas qu'ils meurent. T'as l'autre, le guerrier, le tank un peu plus. Ça m'a vraiment amené un aspect de collaboration que je me disais, OK, ouais. D&D, ça doit ressembler à ça doit être cool. Puis effectivement, j'ai embarqué dans une game qui a duré quelques séances. J'ai bien aimé ça. C'est sûr que j'ai pas eu l'occasion de rejouer parce que je tombais vraiment dans les board games à côté. Fait que je voulais pas mettre de temps sur du D&D, mais ça m'a permis de le découvrir et de l'essayer. Fait que c'est ce jeu-là qui était le point de départ pour essayer du D&D. C'est quand même drôle parce que c'est comme l'inverse de la plupart du monde. Ça. Exactement, c'est ça. Castle Ravenloft, mon numéro 6, gros coup de cœur. Le système était bien, puis on se le cachera pas, nous autres, on est des joueurs de jeux de rôle. Ce jeu-là découle de la 4e édition de Donjons Dragons qui avait été un véritable flop sur papier, mais qui ont pris des éléments de la 4e édition, puis ils ont créé ces jeux de société-là de style Dungeon Crawl, puis ils en ont fait 4-5 dans cette série-là. Ouais. Ils sont tous compatibles en plus. Là. Il y en a un avec Dritz, il y a Temple of Elemental Evil qu'on a fait ensemble, Jules, justement. Là. Il y en a eu plusieurs. Fait que c'est le fun de voir qu'ils ont réussi à recycler quand même des affaires de la 4e édition, puis de bien mettre ça dans un système de board game. Ouais, c'est un très bon choix. Dans mon cas, je continue à reculer dans le temps. Numéro 6, je recule d'une autre année en 1995. Ça, je me rappelle parce que ce jeu-là, on avait commencé à l'acheter, moi puis des amis, quand ça sortait, au fur et à mesure que ça sortait. Ça me prend quelque part dans ma liste un CCG. Fait qu'un jeu de cartes collectible, mais c'est drôle parce qu'à l'époque, celui-là, c'était le CCG. Le C voulait pas dire collectible, il voulait dire customizable. C'est le Star Wars Customizable Card Game qui est sorti. Ouais, je suis pas mal sûr qu'il est sur BGG. Star Wars Custom. Ah ben oui, toi, 95. Ouais, avec un petit paquet de cartes gris, il me semble. J'ai encore des boîtes de cartes. Ouais, c'est en plein ça. J'ai encore des boîtes de cartes de ce jeu-là. Je me rappelle à moitié plus comment ça se joue. Mais c'était basé, évidemment, c'était en 95, fait que c'était basé juste sur la vieille trilogie. Les deux autres n'étaient pas sortis. Puis, c'est un peu comme l'ancêtre de Star Wars Destiny, si on veut. Tu achetais des cartes, puis là, il fallait que tu bâtisses, ou un petit peu, ils ont sorti un jeu de cartes une couple d'années, FFG de Star Wars, que tu bâtis des lieux, des unités, puis tu attaques l'autre en face de toi. Ouais, ça ressemblait un petit peu à ça, dans le fond. C'était quand même un peu l'ancêtre de ça. Tu plaçais tes lieux, ils étaient placés de façon verticale, horizontale devant toi, puis tu allais placer des unités dans ces lieux-là de façon, comme on voit, là, de façon verticale, en dessous, puis là, tu allais attaquer les lieux puis les bâtiments, puis il y avait toutes sortes de cartes différentes, là, des items, des lieux, des véhicules, des bâtiments, des planètes, un paquet de cossins, c'était super compliqué. Je suis pas sûr qu'on a... Puis en plus, j'ai joué à ça, je devais avoir 14 ans, 15 ans, fait que je suis pas sûr qu'on a joué comme faut une fois une game dans notre vie. Ouais. Mais je dois avoir encore à peu près 1000 quelques cartes de ça qui traînent dans des boîtes. Puis c'est vraiment le premier jeu. J'avais beaucoup d'amis qui jouaient à Magic. Moi puis un autre groupe d'amis, on jouait beaucoup à ce jeu-là parce qu'on aimait beaucoup l'univers de Star Wars. Puis il y avait un RPG de Star Wars qui était sorti il y a quelques années plus tard en même temps. Fait qu'on tripait beaucoup sur l'univers de Star Wars. Quelques années plus tard, il y a le jeu Emerlaeus qu'on est embarqué très fort dedans aussi. Puis j'ai hésité entre ces deux jeux-là, mais ultimement, on a tellement mis d'argent à cette époque-là. Je me rappelle, je me cherchais une job, puis j'ai fini par passer des circulaires le samedi, une fois par semaine, à 40$ par semaine, pour pouvoir aller m'acheter mes packs de Star Wars CCG au Joker à Sorel, qui est fermé depuis à peu près 25 ans. Fait que c'est mon premier gros jeu que j'ai invité, que le feeling de une fois par semaine, quand je recevais ma paye, je m'en allais avec mon argent, là j'en mettais 20$ dans mon compte de banque, puis après je m'en allais dans la boutique de jeux pour acheter des packs de cartes, puis là t'espères pogner Darth Vader, puis Luke Skywalker, puis Han Solo. Les paquets de cartes. C'est ça. Moi, c'est le premier jeu qui m'a donné ça. Puis en investissant, en me noyant des sommes considérables d'argent, pour l'époque. Là. Ce que je croyais être des sommes considérables d'argent, je connaissais pas Kickstarter à l'époque. Non, c'est ça. Mais c'est ça, fait que c'est le premier jeu puis c'est un jeu 1 contre 1 de confrontation de type Magic, dans le fond, là, c'était dans la même vague. Fait que c'est ça, le Star Wars, le CCG, que j'ai encore ici, on essaie ça un moment donné, d'après moi, si je te réponds. Ah, peut-être pas. Wow. Moi, mon numéro 6, c'est mon jeu le plus récent dans toute ma liste. C'est un jeu de 2015. Puis ça fait suite un peu à ce que je disais tantôt, que j'étais pas mal plus un joueur Ameritrash quand j'ai commencé.
Puis tranquillement, en découvrant un petit jeu euro de temps en temps, ça me donnait le goût peut-être d'en essayer d'autres. Mais celui-là, c'est le jeu euro qui m'a donné la piqûre pour tous les jeux euro. Puis de ce style de jeu-là, en fait. Là. Puis je suis sûr que vous seriez capable de le deviner. Il y a des beaux dés en bois. Là. Des beaux dés, ils finissent ronds. Là. Des beaux dés avec des coins ronds. Là. Je sais de quoi je parle. Là. Oh oui. Donc, ça se joue dans la piscine, right? Ah oui, mais ouais, dans la piscine, ça se joue, mais pas avec les dés, par exemple. Avec des pouvoirs très puissants pour chaque personnage. Ouais, fait que c'est les voyages de Marco Polo. Quel bon choix. C'est vraiment le jeu qui m'a comme ouvert les yeux sur les jeux euro, puis qui m'a donné cette piqûre-là que j'ai encore aujourd'hui, puis que tout ce que je veux découvrir, ben, c'est parce que j'ai vraiment trippé dans ce jeu-là, puis je me demandais pourquoi je l'avais mis aussi bas dans mon top 100, puis ben, c'est à cause de ça finalement. Parce que c'est lui qui m'a comme donné cet élan-là vers les jeux euro. Fait que il y a toujours comme une place, on dirait, spéciale un peu dans mon cœur. Fait que c'est un jeu de placement de dés. Tes dés, ça va être tes ouvriers que tu vas pouvoir utiliser pour aller chercher des ressources, chercher des contrats, faire des actions de voyage, te promener sur la carte. La carte a des différentes villes. Chaque ville a des actions spéciales que tu peux aller chercher en construisant des comptoirs. Il y a un paquet de bonus. Tes personnages ont des pouvoirs ultra puissants. Donc, tu vas essayer de bâtir ta stratégie autour de ça. Je me lasse jamais de ce jeu-là. J'ai rejoué récemment sur yukata.de, sur le site allemand en ligne. Là. Super bien faite cette version-là. Puis j'ai joué une couple de fois cette année. Pour vrai, je pense que j'ai joué au moins 4-5 fois à Marco Polo cette année. Fait que je suis content de le ressortir et de le remettre sur la table. Mais pour vrai, ça a vraiment été mon jeu marquant dans les jeux euro. Même si c'est le jeu le plus récent. Fait que c'est vraiment depuis ce temps-là, depuis que j'ai découvert ce jeu-là, que je m'intéresse au style de jeux qui sont euro. Fait que Marco Polo, très bon choix. Mon numéro 6. Moi, le numéro 5, c'est encore une fois un jeu coop, bien évidemment. C'est un jeu qui date de 2008. Ah ouais. C'est un jeu qui, je vous dirais, m'a vraiment donné le virage vers les jeux. C'est une thématique actuelle, mettons. C'est une thématique très actuelle. Ouais, c'est ça. Donc, sans plus tarder, le jeu Pandémie. Le jeu de base, bien évidemment. C'est le jeu qui a vraiment marqué un tournant vers les jeux vers les jeux qu'on connaît aujourd'hui, en fait, les jeux modernes. C'est comme mon Monopoly, finalement, des jeux modernes, Pandémie, dans le sens où si tu veux commencer à jouer à des jeux modernes, je pense que Pandémie pourrait être un point de départ, selon moi. C'est sûr qu'il y en a qui ont sorti des Pandémie Killer, si on veut, depuis. Mais il reste que je trouve que des joueurs qui n'ont jamais vraiment joué à des jeux de société, j'essaie de les amener vers ça le plus possible parce que c'est un jeu qui est vraiment très très bien, où la collaboration est là. Et évidemment, j'ai plusieurs anecdotes parce qu'on a joué le Legacy ensemble, les boys, là, justement, les trois ensemble avec Véro et Madeleine, entre autres aussi. Puis toutes les expériences de jeu qu'on a eues là-dessus, c'est vraiment un jeu qui est plaisant. Le jeu de base, il se joue en 45 minutes, fait que ça se fait bien. J'ai une anecdote là-dessus. Ma première game n'a pas été super intéressante. On était chez Guillaume bon, à Cowansville, dans la ville du Vice, bien entendu. Puis on a décidé de sortir ce jeu-là. Donc, Professeur Board Game n'était pas encore de ce monde. C'était vraiment juste... Une autre époque, là. C'était une autre époque. Hey les gars, on joue-tu à Pandémie? Ok, on sort ça. On commence. Premier tour, 3 pandémies de suite qui sortent. Bon, on a perdu, on n'a pas joué personne. Ok. C'est ça ton jeu, c'est le fun. On va lire les règles. Finalement, on avait brassé le deck Pandémie. Il faut faire 5 stacks différents là, pour ceux qui connaissent le jeu. Puis on met une carte épidémie dans chaque. Nous autres, on a brassé ça. Ah ouais, pas de trouble. Les défis, on a parti avec 3 épidémies, il n'y a pas de problème, on a perdu en partant, on ne comprenait rien de ce qui se passait. Mais après ça, évidemment, on a corrigé le tir. Et ça a été pour moi un jeu que je peux sortir n'importe quand. Le fait qu'il dure juste 45 minutes, même s'il n'est plus aussi bon que la première fois que je l'ai joué, il reste que c'est encore toujours à propos. C'est un 45 minutes, puis pour moi, de plaisir tout le temps. Ouais, puis il est encore étonnant là, avec les extensions. Il y a 3000 versions qui existent de Pandémie, les versions Legacy. Ouais. Il est encore très très solide à jouer aujourd'hui, Pandémie. Ah, puis je suis sûr que tous les trois, on a probablement utilisé Pandémie pour initier des gens aux jeux de société à un moment donné ou à un autre. Là.
Ben, surtout que Pandémie, à un moment donné, il était tellement populaire que. Puis, tu sais, quand je le compare à mon autre choix de tantôt, les Chevaliers de la Table Ronde, je pense que Pandémie est quand même plus facile à jouer parce qu'il n'y a pas d'informations secrètes ou tu peux jouer, pas d'informations secrètes. Fait que, tu sais, c'est plus facile de dire, regarde, on joue un petit jeu, on joue tout le monde ensemble, c'est super facile, on est tous dans la même équipe, si tu as besoin d'aide, on va t'aider, tu fais tes affaires quand même, mais tu peux poser des questions, tout le monde dans le même team, il n'y a pas de traître. En tout cas, si tu n'as pas les extensions, il n'y a pas de traître. Ouais, puis que, on dirait que c'est un thème global dans le sens que, tu sais, guérir des maladies, gérer la carte du monde. Je pense que tout le monde peut un peu s'identifier à ça. T'sais, tandis qu'un chevalier de la table ronde, mais ceux qui ne traitent pas de temps médiéval, c'est qui a les droits de Pandémie, là? C'est Z-Man Game. Z-Man, hein? Ouais. D'après toi, ils ont-tu le guts en 2021 de sortir Pandemic COVID? Je pense que oui, moi. Ben, je sais je suis pas surpris qu'ils travaillent dernièrement, dessus. Là. dernièrement, je sais que Matt Leacock, me semble, il était en entrevue pour un journal assez prestigieux aux États-Unis, là, justement. Je là, pense avec que c'est le ça. New York Post, peux-tu? New York Post, ouais. New York Times. Ouais, peut-être. Mais tu sais, puis c'est un jeu effectivement qu'on utilise pour initier. Puis un autre jeu de lui, Matt Leacock, là, c'est Forbidden Island, qui a un peu la même idée. Là, tu prends des décisions, tu as 4 actions, tu peux faire des moves. Puis tu fais tous les Forbidden, ils en ont fait 3, Ouais. c'est tout lui qui les a fait. Fait que, tu sais, c'est un jeu qui initie bien au board game, puis qui se joue encore, même si c'est un jeu pivot, moi je l'appelle comme ça, il reste un bon jeu quand même. Tu sais, je le joue encore aujourd'hui, puis j'ai encore du plaisir à jouer. Ok. Fait que, Pandémie, numéro 5. Un incontournable. Ouais. Mon numéro 5, c'est un autre jeu qu'adolescent. C'est un jeu de 1995. C'est un autre jeu qu'adolescent. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'argent dans ce jeu-là, un petit peu plus graduellement, mais beaucoup d'argent. Moi, j'ai toujours été un grand fan de jeux de skirmish, les jeux de confrontation, soit 1 contre 1, soit à 3, soit à 4, mais que j'ai ma faction, t'as ta faction, on se tape dessus. Fait que les X-Wing, Mythic Battle, de ce monde, j'aime ça. David, il a été le chercher, j'ai même pas eu besoin de le nommer. C'est ça, Necro. C'est Necromunda, qui est sorti en 1995. C'est celui-là le premier. Ouais. Qui est sorti en 1995. Necromunda, c'est dans l'univers de Warhammer 40 000. Là, je pourrais pas dire Warhammer 40 000 lui-même, il est sorti quand. C'est de la compagnie très connue. Game Workshop, c'est ça, qui font des figurines en métal là, à l'époque. Okay. Wow. Puis c'est dans l'univers Warhammer 40 000. Fait que littéralement, on construisait sur une grande table, tu construisais un plateau de combat, puis là, tu avais des grandes tours comme ça, mais que tu vois, puis t'achetais des boîtes d'accessoires qui venaient avec ça, puis tu te construisais des champs de bataille. Là. C'était le genre de jeu que tu construisais un champ de bataille, puis là, tu avais ta série d'unités, puis Warhammer 40 000, c'était des combats d'armée, j'ai déjà joué, mais celui-là, c'était des combats de groupes de 12-13 soldats contre 12-13 soldats. Fait que là, il y avait toute une phase, ça prenait 1 heure à installer le jeu puis partir, mais ça faisait partie du jeu parce que littéralement, tu avais ta grosse boîte d'accessoires, puis là, à tour de rôle, tu disais, moi, je prends une tour, puis je la mets là. C'est OK, moi, je prends un pont, je le mets là. Moi, je prends une caisse, je la mets de même. Puis là, tu essaies de construire le terrain qui était le plus favorable possible pour toi. Quand il était tout construit, ben là, tu disais, moi, je place un bonhomme là, toi, t'en places un, j'en place un, t'en places un, jusqu'à temps qu'on ait notre nombre. Puis c'est le genre de jeu que tu te promènes, puis là, le line of sight est important, fait que tu te plies en deux sur la table avec ta petite règle pour voir si ton bonhomme voit l'autre bonhomme, puis je te vois plus que la moitié. Non, c'est pas vrai, tu me vois juste à la moitié, fait que là, j'ai le bonus ou j'ai pas le bonus. Tu avais différentes factions, tes bonhommes. C'est un des premiers jeux de type campagne ou legacy que j'ai joué, parce que tes bonhommes évoluaient d'une game à l'autre. Fallait les coller aussi. Ouais, fallait que tu les colles, tes assembles, puis littéralement, c'était tellement rare acheter du nouvel équipement puis s'upgrader que quand mon gars, il avait plus un pistolet, mais il s'achetait un fusil de laser, j'y coupais les 2 bras, j'achetais le stock puis j'y collais un fusil de laser. Wow! Fait que tu l'as vu dans l'image juste avant, tu sais, t'avais tous les accessoires que tu pouvais équiper comme tu voulais avec les bras et les guns, puis on avait des figurines en métal, on avait collé des aimants là-dedans, fait qu'on pouvait switcher nos affaires. J'ai encore plein de caisses de ça ici, de Necromunda. Fait que mon premier gros jeu de skirmish avec plein de figurines qu'on en a acheté, c'est la première fois que je suis embarqué dans un autobus tout seul à 14-15 ans pour aller à Montréal, au Valet-de-Cœur, puis m'acheter des nouvelles boîtes d'unités parce qu'il n'y en avait pas ici à Sorel. Fait que là, j'avais pris tout mon courage pour le transport en commun à 14 ans à peu près. Fait que vraiment un jeu qui m'a beaucoup, beaucoup marqué puis que j'aimerais bien rejouer, mais que j'ai peur d'être amèrement déçu. Quoique, si je me trompe pas, ils ont sorti une nouvelle version
Ah, je pense que oui. Necromunda. Ça fait pas si longtemps Parce que qu'ils ça. ont me semble. refait Warhammer 40 000 sous je sais plus quel nom, là. Killer Kill Team, Kill Team. Killzone. Kill Team, je Kill pense. Team, enfin, genre. Puis on l'avait vu à Gen Con, j'avais joué une game, puis ça me faisait vraiment penser, c'était pareil comme Necromunda dans le temps. Fait que puis je pense qu'ils ont refait la version de Necromunda aussi. Ok. Fait que probablement que je me lancerais là-dedans si je trouve un joueur, parce qu'il faut que tu joues contre quelqu'un. Puis généralement, tu joues tout le temps contre la même personne, puis là, tu upgrades ton squad, lui upgrade le sien, puis tu essaies de te taper dessus, puis d'éliminer. Puis tu pouvais, tu sais, capturer ces unités, puis on était à dos, là. Fait que si je te capturais un Je bonhomme, partais avec. je partais avec ta figurine. Il fallait que tu me repayes in-game pour pouvoir avoir ta figurine. C'était important Wow. à l'époque. Ben oui. Fait que Necromunda, mon numéro 5. OK. Moi, mon numéro 5, c'est le jeu qui m'a donné la piqûre pour les deck building. Donc, c'est le premier deck building que j'ai joué et c'est clairement celui qui a ouvert la porte après ça à la cascade de deck building que j'ai essayé puis que j'aime jouer aujourd'hui, qui est probablement un de mes styles favoris. Je pense qu'on a aussi ça en commun, tous les trois, on tripe sur les deck building. Mhm. Et non, ce n'est pas Dominion, malheureusement. Le premier deck building que j'ai joué, c'est... Ben là. C'est quoi les gars? Marvel. Legendary. Legendary. Marvel. C'est Legendary, effectivement. Legendary, qui est sorti en 2012. J'ai joué à Dominion après avoir joué à Legendary, fait que j'ai comme été déçu par Dominion. J'ai comme pas Ouais. joué à la bonne époque, je pense. Fait que, Ben, il marche encore fort aujourd'hui, mais ouais, il y a eu des rééditions, il y a un des paquet extensions, d'extensions. des rééditions. Hein. Fait que Legendary, je pense que le gros avantage qu'il y avait aussi, c'est que c'est dans un univers que j'adore. Là, fait que Mhm. c'est dans les super-héros de Marvel. Fait qu'on va... Oh, c'est une bonne photo, ça. C'est Hulk. Donc, on va avoir à choisir des héros. Fait que chaque héros a ses modèles de cartes qu'on va tous mélanger ensemble. On va choisir un vilain, un mastermind. On va choisir ses sbires, ses minions qu'on va mélanger pour faire son deck. Puis on va choisir son espèce de plan machiavélique. Fait que c'est un jeu que chaque partie est totalement différente parce qu'on peut vraiment moduler toutes ces variables-là. Puis essayer plein de combinaisons différentes. Et j'ai perdu le compte du nombre d'extensions, mais pour vrai, on doit être au moins à 30 extensions pour ce jeu-là. Oh, ouais. 20? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. En tout cas, Une moi, vingtaine, c'est sûr. il y Là. a entre 20, 20 et c'est 30 sûr. extensions d'après moi pour ce jeu-là. C'est fou le matériel qu'il y a. Puis je pense qu'LP les a presque toutes là, dans son énorme boîte en bois qui s'est fait. Il manque 2-3 petites extensions qui m'intéressent moins, là, comme Deadpool, Noir, puis Champion, je pense que j'ai pas. Ouais. T'as-tu Donc, celui aussi qu'ils ont fait avec les photos des films là, du MCU? Je l'ai possédé. Ouais, parce Ouais, que c'est ça, Je je ne le pensais. possède plus. Je l'ai vendu. Parce Ça qu'en fait fait, celui avec les films, pour vrai, c'est une bonne boîte d'intro, mais ça avait été ma déception de l'année. Parce qu'ils ont juste recyclé la boîte de base avec un peu moins de matériel, mais Ok. des photos des films. Fait que Wow. moi, je pensais qu'il allait avoir au moins des nouveaux skins, que les cartes allaient faire des nouveaux effets. Fait que Mais non. j'avais été bien déçu. Mais sinon, à part ça, j'en ai beaucoup. Ouais. Fait que c'est vraiment lui qui a commencé cet amour-là pour les deck building dans le style board game là, où que tu construis ton deck pendant la partie et non avant la Ouais. partie. Là. Mhm. Donc c'est vraiment celui-là qui m'a donné la piqûre. Puis, tu sais, même aujourd'hui, tu sais, vous me demandez de jouer à Legendary. Je pense pas que j'ai dit non à un moment donné pour une game de Legendary. Puis dernièrement, on a tellement joué sur la tablette à la version DXP qui est sur tablette aussi. Fait que, tu sais, Ouais. c'est un jeu que même aujourd'hui, que je trippe à rejouer Oui. et à rejouer. Puis, tu sais, les games sont encore différentes. On essaye des combinaisons de mastermind vraiment difficiles avec les schemes pour justement pour avoir une game très très challenging. Ouais. Fait que tu peux vraiment monter la difficulté quand tu es rendu habitué puis que tu connais les cartes et tout ça. C'est vraiment un jeu trippant. Puis ça a été un de mes jeux marquants là, pour ce style de jeu-là. Ben oui. Ouais, je m'étais justement commandé 2 extensions juste avant le confinement. Je les ai pas jouées encore. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir les essayer. Ouais, moi j'ai celui d'Asgard que j'ai reçu là, fait que j'ai hâte. Ouais, aussi. exactement. Ça n'est une que j'ai reçue. Puis j'avais reçu celle de Venom aussi. Oh, Oh, nice. Que j'ai pas essayé encore. quand même. Très bon choix. Très bon. Ouais. Fait que Jules, ton prochain numéro c'est Legendary. D'après moi, on va en réentendre parler, ça. Ouh. Ça se Hop, pourrait, palais. ça se pourrait. Ça se pourrait. On va savoir un triple crossover. Ouh. Mais non, lui, Ben, c'est moi, des tu jeux sais, plus moi, tu vieux. sais que je vais par date. Ah mon dieu, c'est vrai, ça arrivera Ouais, pas. après, je tombe dans les années 80. T'es assez déçu. Assez déçu.
Mon prochain jeu, numéro 4, c'est un jeu que aussi Patrice m'a fait découvrir, fait que c'est peut-être celui-là que tu avais en tête tantôt, Louis-Philippe. C'est un jeu de cartes Take That, vraiment assez littéral, là. Ça s'appelle Smash Up. C'est un jeu de 2012. Un des premiers jeux que j'ai joué moderne, on s'entend. C'est tout dans les années 2012 à peu près, les jeux là, que j'ai commencé à jouer. C'est un jeu que j'ai embarqué, mais à pieds joints dedans. Parce que ça a une thématique tellement loufoque, puis intéressante, puis drôle. Dans le sens où tu vas prendre deux factions qui ont chacune 20 cartes dedans. Tu vas les smasher up, littéralement, ensemble. Tu vas les mélanger. Tu vas te piger, dans le fond, une main de cartes et tu vas devoir jouer des cartes qui sont soit des minions que tu vas placer sur le board qui ont dans le fond, qui peuvent aller à différentes valeurs. Tu vas avoir aussi des actions que tu vas pouvoir jouer. Puis le but, c'est justement de les placer sur les bases pour faire péter la base, si on veut, jusqu'à un certain point. Il faut se rendre au chiffre qui est en haut à gauche, donc le fameux 20 qui est là, avec les nombres de minions. Donc, si, exemple, moi, j'ai placé une lignée de minions qui valent, je sais pas moi, 13, puis que David et toi, le Philippe, ben là, on vous complétez jusqu'à 20, ben celui qui a le plus haut en nombre gagne le premier reward qui serait 5 points de victoire. Puis c'est le premier qui a 15 points de victoire remporte la partie. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand tu joues des minions ou autres, exemple, tu joues les assassins ou les pirates, ben en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas aller soit tasser tout le monde, genre exactement, ici, you may destroy a minion. Fait que dans le fond, tu vas aller vraiment jouer sur ce que les autres ont fait. Fait que c'est vraiment, là, tu vas te déplacer. Tu sais, quelqu'un qui se fait une stratégie, hey, moi, je m'en vais sur cette base-là. Non, mes pirates t'amènent à une autre place. Donc, ça va scraper la stratégie des autres. C'est vraiment un jeu take that. Gestion de main, vraiment intéressant. Pour vrai, au début, j'avais toutes les expansions parce qu'il en sortait à peu près une par année. Puis c'était tout le temps drôle. Puis j'ai une big geeky box. Pour vrai, là, ce jeu-là, j'ai arrêté de compter combien que j'ai dépensé pour ça, là, mais je les avais toutes, les extensions. Puis là, à un moment donné, j'ai perdu le compte, fait qu'il m'en manque peut-être 6, 7 extensions, facilement. Ben, lui, c'est comme Marvel, il y en a beaucoup des extensions. Ouais. Ils ont sorti une bigger, geekier box. Là. Ouais, je sais. Mais c'est un jeu là, que, encore une fois, je me lasse pas. Il me fait aimer vraiment beaucoup le Take That. J'avais jamais joué à des jeux Take That avant celui-là. Puis je me suis rendu compte que j'aimais ça. C'est le fun. Ça a un aspect un peu... c'est loufoque, c'est le fun. Tu joues à ça. Ah, je brise tes minions. Ok, cool. Moi aussi, je vais briser les tiens. Faut pas jouer avec des gens qui sont très rancuniers, par contre. Mais ça reste un petit jeu léger quand même. Là. Je parle pas de Blood Rage ici, là, mais c'est bon. C'est assez léger. Puis non, ça m'a fait vraiment découvrir les jeux. Moi, j'ai toujours aimé les jeux de cartes, là, bien évidemment. Je parlais de ce qui est beau tantôt, fait que c'est pas d'hier. Fait qu'à quelque part, la gestion de cartes et tout ça, c'est dans mes tops de jeux, bien évidemment. Fait que numéro 4, Smash Up. Nice. Super. Moi, dans mon cas, mon numéro 4, ben, c'est ce jeu-là que... C'est le premier vrai board game que j'ai joué à part les mainstream, là, à part Clou puis Monopoly et compagnie. C'est le premier vrai board game que j'ai joué. C'est ce jeu-là que j'ai dit, si je l'avais joué quand il était jeune. David tape ça. C'est un jeu de 89, mettons? C'est un jeu de 89. Si Jules y avait joué à ça quand il était jeune, ça serait Salis, mais je sais pas s'il a joué parce que je suis pas sûr qu'il était né quand c'est sorti. Ben, j'avais un an. Ok, c'est bon. C'est HeroQuest. HeroQuest, tout le monde connaît ça, là, j'en parlerai pas super longtemps. C'est le premier Dungeon Crawl, tu sais. Fait que c'est le premier jeu qui... Puis moi, j'avais commencé à jouer à du RPG à l'époque quand j'ai découvert ça, puis je l'ai pas découvert l'année qui est sorti. Ça a pris un peu de temps avant qu'il arrive ici au Québec, là. Ouais. Je me rappelle pas exactement quand est-ce que j'ai joué, mais je devais avoir à peu près peut-être 12 ans, là. Fait que genre en 93, là, 94, quelque chose comme ça. 11-12 ans, même plus jeune que ça, j'étais au primaire la première fois, fait que 10-11 ans, la première fois que j'ai joué. Fait que tu sais, c'était très inspiré des livres dont vous êtes le héros, que les fiches, là, dans mon souvenir, ça ressemblait aux pages de livres dont vous êtes le héros qu'on faisait quand on était jeune. C'était des stats très de base. Il y avait une espèce de gros écran du maître, comme avec le gros magicien, là, comme dans les RPG de l'époque.
Puis là, tu te promenais dans des salles, puis tu tuais des monstres, puis tu avais des objectifs, puis tu trouvais des objets, puis le machin, puis tu avais la magie. 3D était quand même cool. Là. Ben oui, c'était un des premiers jeux, si c'est pas le premier. Il y en a probablement d'autres qui ont existé, là, qui faisaient quelque chose de similaire. Mais moi, c'est le premier que j'ai connu que le DM, le master, plaçait, construisait la pièce. Il y avait les bibliothèques, les armoires, les coffres, etc., les chaises, le trône, tout ça. Tu avais ton petit guide de mission, que c'est juste le DM qui contrôlait, qui voyait ce qui se passait dedans. Tu avais des objectifs. Je me rappelle plus si c'était des histoires qui suivaient d'une game à l'autre. Je pense que oui. Je pense que oui aussi. Mais tu sais, sans qu'il y ait une campagne, là, tu recommençais à zéro en chaque game, je crois. Il y avait une histoire, une trame narrative. Ouais, il me semble que oui, mais tu sais, c'est très vieux. Ça fait 25 ans que j'ai pas joué à ça. Ouais. Mais ça a été le premier Dungeon Crawl, le premier jeu de société qui se rapprochait des autres loisirs que j'avais en termes de romans puis en termes de jeux de rôle. Fait que Hero Quest, pour moi, un grand classique sorti en 1989. Ouais, puis on s'entend qu'il t'a donné la piqûre des Dungeon Crawl, puis t'en as 2-3 dans ta collection. 2-3. J'en ai quelques-uns. Ah, c'est 2-3 probablement... douzaines qu'on voulait dire. Ouais, c'est ça. C'est probablement un de mes seuls types de jeux qui se compte en dizaines pour savoir j'en ai combien. Avec toutes les petites variantes qu'ils peuvent avoir. Fait que Hero Quest, mon numéro 4. Oh. Mon numéro 4, c'est un jeu que vous avez déjà nommé. Ce n'est pas Hero Quest. C'est Pandemic. Là. On a parlé tantôt avec Jules. Là, mais je disais que Les Chevaliers de la Table Ronde, c'est le jeu qui m'a fait découvrir le co-op. Mais Pandemic, c'est le jeu qui m'a fait triper sur le co-op. J'ai acheté Pandemic, j'ai joué, rejoué à ce jeu-là. Je l'ai montré à tellement de monde. C'était vraiment un de mes jeux qui m'a ouvert aux jeux de société modernes. Puis je trouve le fun d'avoir vu évoluer cette franchise-là. Avec tous les spin-offs qu'on a aujourd'hui, là, la version Cthulhu, t'as Iberia, t'as la version en temps réel que j'ai présentée sur la chaîne, t'as la version La Chute de Rome, t'as une version rapide qui vient de sortir prochainement, le Hot Zone. First. OK. T'en as un avec des rats de marée, là, qui est probablement un des seuls que j'ai pas joué en fait dans toute la série Pandemic. Puis que dire des Legacy, évidemment, qui sont nés de ça. Fait que, la franchise Pandemic, c'est vraiment une franchise qui a eu beaucoup d'impact sur moi, puis sur le joueur que je suis devenu aujourd'hui, puis le fait que justement, je pense que c'est pas le premier jeu coop, mais c'est définitivement le jeu qui a fait peut-être populariser les jeux coop, qui a rendu ça peut-être un peu plus connu. Ouais. Ben, c'est le jeu qui a amené le mass public, le public de masse vers le board game. Ouais, c'est ça. Parce que Chevalier existait. Il y avait eu, moi j'avais pensé à mettre dans ma liste un jeu qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux qui est sorti en 2000, qu'on gérait des mains de cartes, puis qu'on avançait sur des pistes. Ça, c'est un jeu que j'ai possédé, j'étais vraiment pas vieux, là, je devais avoir 20 ans quand j'ai eu ça. Mais c'était pas des jeux connus. Puis même les Chevaliers de la Table Ronde, il était connu, mais il était connu dans un cercle si tu avais des amis rôlistes ou qui jouaient à des board games. Tu le voyais pas encore au Renaud-Bré, mettons, à l'époque. La pandémie, il a percé le grand marché. Là. Ah oui, c'est partout. Tu le vois dans les Walmart à cette heure. Ouais. Fait que Pandemic, clairement un jeu qui a eu beaucoup d'impact sur moi et le joueur que je suis aujourd'hui. Donc, ce serait mon numéro 4. Très bon choix. On rentre dans le top 3, les amis. Top 3, Jules part le bal. Top 3, moi, j'y vais avec mon plus vieux sur la liste que j'ai. Il date de 1959, quand même. C'est un jeu qui m'a initié dès un très jeune âge au roll and write et j'ai nommé le Yum. Yadi? Comment ça s'écrit, Yadi? Je pense qu'il l'a Yum aussi. Là, tu penses? Peut-être. Ouais, moi, j'ai jamais appelé ça le Yadi, j'ai toujours appelé ça le Yum. Ouais, c'est la même chose ou comme une variante? Pour être vrai, je pense, en tout cas, j'ai peut-être jamais joué au Yadi, j'ai tout le temps joué au Yum. Bon. Fait que je sais pas si c'est une variante ou c'est la même chose, pour vrai. Là. Mais le Yum, c'est un jeu que j'ai joué. La troisième image, là, c'est celle-là que j'avais chez mes parents, là, avec le fond vert. Là. Ouais, celui-là, là, c'est exactement ça. Là, ça me rappelle mon enfance en camping. La boîte de carton là, qui est là, pour rouler les dés, on l'a encore chez ma mère. Là, c'est ridicule. Wow. C'est une boîte de 1988, ça. C'est mon année de naissance, en fait, ou 89, un enfant de même. Puis,
Ce jeu-là, pour vrai, là, j'y ai joué, puis j'y joue encore. Ma femme me bat tout le temps. Là. Je suis un peu tanné, là, mais. T'as pas une bonne stratégie. Non, c'est ça. C'est parce que dans la façon de rouler les dés, là, je pense que je souffre pas assez longtemps avant de les lâcher. Fait que ça roule pas à mon goût. Ça doit être la faute de la tasse. Ouais, je pense que c'est la tasse. Ça fait trop de bruit. Mais non, c'est ça. C'est un jeu, pour vrai, qui m'a initié au roll and ride d'un très jeune âge. Fait que quand j'ai connu les nouveaux roll and ride, là, c'est clair que je me suis approprié ça un peu plus, là, les Die Stars, les très futés, vraiment très futés, là, qui sont sortis quand même, ça fait pas si longtemps, mais tu sais, c'est du roll and ride, ça faisait longtemps que j'en jouais. Les fameux jeux de dés, là, j'en ai joué, il y avait plein de jeux de dés, là, le 10 000 et autres, là, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui doivent savoir de quoi je parle. Fameux jeu de dés, mais le Yum, pour vrai, c'est le genre de jeu que je sors encore aujourd'hui, que ce soit en camping, chez nous, n'importe quand. On peut jouer 2, 3 cartes de suite, là, ce qui équivaut à genre 10 games, 15 games. Puis on se tente pas, pour vrai. Là, on les joue dans l'ordre, dans le désordre. On fait n'importe quoi, mais on joue au jeu. Le roll and ride, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis ça m'a justement... ça a fait en sorte que j'ai pu m'approprier du roll and ride puis embarquer dans les jeux plus modernes là, parce qu'il y a un skin un peu plus... intense. Je veux dire, le Yum, on s'entend, là, tu passes des dés et puis c'est des mains de poker. C'est rien de bien intense. Fait que ça m'a comme initié un peu à ça, bien évidemment. Fait que le Yum, qui a une valeur sentimentale pour moi en plus, parce que c'est quelque chose que j'ai joué beaucoup avec la famille étant jeune. Un bon vieux roll and write, le Yum numéro 3. Cool. C'est bon. Moi, dans mon cas, mon numéro 3, c'est peut-être le board game auquel j'ai le plus joué de toute ma liste. Wow. C'est un jeu de 1981, puis j'ai joué même plus que Horror Arkham. Wow. Entre autres parce que c'est un jeu que j'ai joué de l'âge d'à peu près 15 ans jusqu'à 20, 21 ans. C'est un jeu qu'on a joué 1 ou 2 fois par semaine avec le même groupe de jeux. C'est le successeur de Risk. Il s'appelle Axis and Allies. Ouais. Wow! 2 fois semaine Axis and Allies, oh my god. J'ai joué à ça, là. J'ai joué à ça. Je me rappelle plus quelle édition on avait, parce qu'Axis and Allies, ils continuent à en sortir des nouvelles éditions année après année. Puis t'as Pacifique, l'Atlantique Pacifique, t'as toutes sortes. Axis, A-X-I-E. C'est A-X-I-E-S. A-X-I-S, je veux dire. Axis and Allies. Ah, ben oui, 81. Le premier. 81, nice. C'est lui. Fait que là, je sais pas si c'est exactement cette boîte-là qu'on avait. Ça ressemble à ça, une vieille boîte bleue. C'est-tu bleu en haut? Ouais. Ok, ouais, ça ressemble à ça. Fait qu'on avait peut-être la première édition finalement. Mais c'est un des premiers jeux de guerre avec plein de... Ben, le premier jeu de guerre avec plein de figurines que j'ai joué en tant que tel. Puis là, tu peux jouer de 2 à 5, tu vas te séparer les différentes factions. Ben là, c'est un jeu que tout le monde connaît. C'est vraiment un risque amélioré, là. Fait que tu vas construire plein de types d'unités différents. Chaque unité a des valeurs différentes d'attaque. Fait que les tanks vont être plus forts que les petits soldats, les bombardiers vont être encore plus forts. Dans certaines versions, tu peux développer de la technologie pour développer des habiletés spéciales. Quand tu commences à stacker beaucoup d'unités, tu les stacks sur des espèces de petits jetons de plastique cheap comme ça. C'est pas du Chip Theory, là. Non, pas encore. Puis l'idée, c'est que tu essaies d'aller prendre les capitales des nations adverses. Là. Fait que si t'es les Allemands et alliés avec les Japonais, tu vas essayer de prendre les Britanniques, les Américains, puis voyons, c'est quel là, les Russes. En troisième, si tu joues à 5, il y en a un qui est pogné pour jouer russe puis qui se fait attaquer tout de suite en partant. C'est très difficile de jouer les Russes quand tu joues tout seul. Fait qu'on aimait ça jouer à 4 puis quelqu'un prenait les Russes et les Américains, mettons, ou les Russes et les Britanniques. Fait que bref, c'est un jeu de guerre qu'on a tellement joué. T'sais, on a commencé à jouer à ça, on était vraiment pas vieux, là. C'était à la même époque que Star Wars puis que Necromunda, c'était juste pas tout à fait avec le même groupe. Puis on a joué une fois par semaine facilement jusqu'à temps qu'on parte à l'université, puis on a joué un petit peu moins souvent. Puis après, il s'est perdu tranquillement dans la brume, puis à un moment donné, j'ai découvert le Seigneur des Anneaux qui faisait un job similaire, mais meilleur pour moi. Mais bref, j'ai tellement joué à ce jeu-là.
Une grande influence pour moi. Puis c'est drôle parce que quand j'ai commencé à aller dans des conventions depuis quelques années, il y a tout le temps des tables d'Access Analyse quelque part avec du monde qui joue encore de façon intense. Fait que j'ai trouvé ça le fun à revoir avec des plateaux puis des jetons beaucoup plus beaux que ce que j'avais à l'époque. Mais quand même, fait que c'est ça, c'est probablement le jeu que j'ai le plus joué dans mon époque adolescente, jeune adulte, fin d'adolescence, début de l'âge adulte. Là, j'ai joué énormément à ce jeu-là. Je me souviens au cégep, on avait joué des parties de Access Analyze chez Patrice dans le temps, puis je pense qu'on les a jamais finis. Ça durait juste trop longtemps. Là. Ça pouvait durer comme 6 heures, là, une game. Ouais, c'était des games de 5-6 heures. Ça n'avait pas de bon sens comment c'était long. Là. Ouais. Puis si tu fais tout le temps la même affaire, on s'entend. Là, c'était comme un risque amélioré en 6 heures. Tu sais, fait que voilà. Ça se vend moins bien aujourd'hui, mais on a vraiment beaucoup joué. Mon numéro 3, moi, c'est un jeu qui date de 2000. Donc, 2000, c'est comme une belle année. C'est un jeu qui s'appelle Carcassonne, un jeu que tout le monde connaît. Donc, le très populaire jeu de placement de tuiles Carcassonne. Donc, on place des tuiles pour faire des villes, des chemins, pour essayer de faire des prairies, pour essayer de marquer des points. C'est le premier jeu, je pense, qui avait des meeples que j'ai joué moi. Je sais pas si c'est lui le premier jeu qui a eu des meeples en tant que tel, mais en tout cas, moi, c'est dans le premier jeu que j'ai acheté qui avait des meeples dedans, c'est Carcassonne. Fait que ça me donne une idée qui est dans mes grands classiques. Donc, on construit un tableau de tuiles commun. Fait qu'on va essayer de scorer des points. On peut essayer d'interagir avec les autres en allant, essayer de leur voler une ville ou en allant de placer plus de bonhommes éventuellement, en connectant des villes ensemble pour en faire une plus grosse. Puis là, si on a la majorité, on va gagner les points. Puis c'est un jeu qui a un paquet d'extensions. Là. Encore une fois, il y a une big box qui existe. Il y en a pour les fins puis les fous. Il y en a qui se font des versions hardcore de Carcassonne qui mélangent un paquet de boîtes ensemble puis qui se font une espèce de map qui prennent une table au complet. La game que tu es en train de montrer, c'est pas une petite game, ça. C'est pas pire game. Fait que, bref, il y en a qui se font vraiment des gros trips avec Carcassonne. Puis quand j'ai découvert ce jeu-là, pour vrai, je me le suis acheté instantanément. Et on dirait que je voulais juste jouer à Carcassonne. Là. Genre, j'allais voir du monde, je traînais ma boîte de Carcassonne tout le temps. Puis je suis comme, je vais vous montrer ce jeu-là. Puis je voulais tout le temps jouer à Carcassonne. Je la traînais partout, je voulais jouer à ce jeu-là. Fait que tu sais, l'aspect casse-tête, cet aspect de faire de quoi avec les tuiles, puis de faire quelque chose en commun, d'essayer de scorer les points dans ce système-là. J'avais vraiment accroché à ce jeu-là. J'avais acheté plusieurs extensions. D'autres qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes, là, mais bon. Bref, il y en a des bonnes. Donc, Carcassonne, pour vrai, là, ça a été vraiment un gros buzz quand j'ai découvert ce jeu-là. Puis, ça fait longtemps que j'ai pas joué, là, parce que, bon, il est peut-être pas aussi bien vieilli que d'autres jeux de placement de tuiles. Mais je l'ai encore dans ma collection. Puis, pour vrai, quelqu'un me dirait, hey, t'as ta boîte de Carcassonne, on joue une game? Pour vrai, je jouerais une game. J'ai tellement aimé ce jeu-là, puis tu sais, c'est super simple, là. Tu piges une tuile dans le sac, ta place. Si tu veux, tu peux placer un meeple dessus, puis c'est tout, là. Fait que tu sais, les tours de jeu, c'est rapide, tu perds pas de temps, puis ça se joue vraiment bien, c'est léger, c'est light, donc ça s'apprend bien. Tu peux montrer ça à n'importe qui. Donc Carcassonne, ça a vraiment été une belle piqûre sur le jeu de société moderne quand j'ai découvert ça au début des années 2000. Quand même, c'est bien. Super. Mon numéro 2 m'a marqué vraiment beaucoup. A marqué évidemment un peu comme tous les jeux de ce top 10-là, mais lui un peu plus, je vous dirais, à m'amener sur les tables de jeu puis à les sortir, puis plus dans les jeux qui ont une plus longue durée. J'irai avec Zombicide saison 1 en 2012. Okay. C'est un jeu qui est plus long qu'à peu près tous les autres jeux que j'avais déjà joués. C'était un plus gros commitment pour moi. Tu sais, moi, dans ma tête, là, jouer un jeu, là, c'est 45 minutes, 1 heure, puis le jeu il est fait. Merci, bonsoir. Quand j'ai joué à ça, puis que je me rendais compte que ça pouvait être une expérience de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, des fois même 3 heures et demie, là, j'étais à un autre niveau. Puis je me rendais compte qu'après 3 heures et demie, ben, j'étais pas tanné. Puis c'est comme, OK, c'est encore le fun. Puis wow, c'est un gros jeu, c'est un gros commitment. C'est le fun. Le board est intense. Il y a des zombies partout. C'est vraiment un jeu que j'ai trippé. J'ai joué à peu près à tous les autres qui ont sorti après, sauf celui dans l'espace, que j'ai pas essayé. Ouais, tu sais, on avait un ami qui est back et tout, c'était facile, hein? Facile.
Je pense que tu as même joué avec les Tortues Ninja. J'ai même C'est joué malade. avec Tortues Ninja. Mais il reste que ce jeu-là a vraiment marqué beaucoup. Je pense que tout le monde le connaît, là. C'est pas une cachette. Mais c'est ça. C'est encore une fois, c'est un jeu de 2012. Fait que c'est vraiment dans les. Oh oui! C'est vraiment dans les années où j'ai commencé à jouer à ça. Puis ça m'a vraiment fait aller vers ça, mais à pieds joints, là, solide. Donc Zombicide, grosse influence pour moi dans le board game. Ah, puis c'est LP qui nous l'a fait découvrir les deux. Là. Ouais. Je pense que c'est un des premiers jeux qu'on a joué avec toi, en fait. Ouais, ben c'est probablement un des jeux que je traînais beaucoup pour montrer avec des gros jeux, parce que lui, il a amené le coopératif à un autre niveau, si on veut. Moi, j'ai failli le mettre dans ma liste, mais parce que c'est les premières saisons de Zombicide que j'ai backé, c'est dans les premiers gros jeux qui ont marché que j'ai backé sur Kickstarter. Puis on s'entend que la majorité des jeux que je possède maintenant viennent de là. Ouais. C'est tellement sorti aussi avec tout le monde. J'ai joué. C'est le jeu le plus long que je possède. Ben, c'est le jeu qui a le ratio le plus étrange entre la longueur du jeu et le niveau de gamer des gens qui aiment jouer. Ouais. C'est un gros jeu qui est super long, qui va prendre au moins 1h30, 2h, mettons, à jouer pour une game normale. Puis que tu peux faire jouer du monde qui connaissent presque pas les board games et qui vont aimer ça parce que c'est très agréable de partir avec une chainsaw et de couper du zombie. T'sais. Ah oui. Très, très, très bon choix. Ouais. OK. Moi, dans mon cas, mon numéro 2, je triche. Je ne pouvais pas parler des 10 jeux qui m'ont le plus accroché vers le hobby du gaming sans parler au moins une fois de RPG. Oh! Et je triche en ne nommant par contre pas Donjons et Dragons parce que ce n'est pas le premier RPG que j'ai joué. Le premier RPG que j'ai joué à l'âge de 9 ans et que j'ai joué jusqu'à 20 ans des games régulières, c'est un RPG qui s'appelle Stormbringer. Tu le trouveras pas sur BGG, je l'ai cherché tantôt. Mais par contre, si tu tapes Stormbringer, on va avoir une image d'un jeu de cartes méconnu qui va rappeler... Stormbringer? Ouais, je suis pas sûr que c'est une bonne idée que tu montres des photos de Stormbringer. Mais Stormbringer RPG, mettons, il y a un band genre de métal néerlandais ou suédois. Jeu de rôle sur Wikipédia. Ça semble legit. Ouais, celui-là, c'est un jeu qui a été édité par Chaosium à l'époque, qui faisait beaucoup de RPG. C'est un jeu qui reprenait le système du dessin, fait que c'est un jeu en pourcentage. On a la fiche de personnage. On a la fiche de personnage. C'est un jeu dans un dark fantasy qui est inspiré de romans de Michael Moorcock. Fait que c'est le premier RPG que j'ai joué. Il a été réédité plusieurs fois. Moi, la version que je possédais, c'est une version qui s'appelle Elric, qui est sortie en 92 ou 93, que j'avais été acheté dans le libraire qui est au métro à Longueuil, là, comment il s'appelle? Le Parchemin. Oui, que j'avais été acheté là, à l'époque, en autobus. Puis c'est ça, fait que c'est si ce n'était pas du RPG, je suis pas sûr que je serais tombé dans le board game éventuellement. Parce que mon frère, quand il avait 13-14 ans, je jouais à Stormbringer. Puis moi, il y a 5 ans de plus que moi. Fait qu'à 8-9 ans, j'ai commencé à rentrer dans leur groupe de jeux des fois parce que j'étais fatiguant. Puis ma mère obligeait mon frère à me garder. Fait qu'il fallait que je le suive partout. Puis j'allais chez eux avec ses amis. Puis des fois, je jouais à des jeux de rôle avec eux autres dans le sous-sol. Fait que là, il me donnait un barbare pas compliqué. Là, lance ton dessin puis donne un gros coup d'âge. Puis j'ai vraiment aimé ça. Fait qu'après, ben, tout ça a mené au reste à HeroQuest puis à tous les autres board games. Fait qu'il fallait que j'en parle. Puis moi, c'est pas Donjon qui m'a amené. Donjon, la première fois que j'ai joué, je vais avoir 15 ans. Okay. Fait que ça faisait déjà plusieurs années que je jouais à des RPG. Dans ce cas-ci, Stormbringer. Puis après, il y a d'autres jeux comme Hawkmoon qui ont suivi. Puis après, je pourrais en nommer plein de Shadowrun, Vampire et compagnie. Mais Stormbringer, ça a été mon premier contact avec l'univers ludique. On va le dire comme ça. C'est une triche légale. C'est important que j'en ai un, mais j'étais content que tu appelles ton top 10 jeux et non pas top 10 jeux de société. Fait que, moi, j'aurais pu en mettre un, mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'y ai pensé longtemps, mais j'ai dit, je peux pas. Ça a été ma porte d'entrée vers tout ça, fait qu'il fallait que j'en mette au moins un. Alright. Fait que voilà. Moi, mon numéro 2, c'est probablement le jeu qui m'a coûté le plus cher, en fait. Oh. Donc, c'est un CCG. Comme tout CCG, ça coûte cher. Donc, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai effectivement joué à Magic the Gathering et j'ai joué beaucoup. En fait, moi, j'ai découvert ça, j'étais à la fin de mon primaire, là, fait que j'avais 10-12 ans quand j'ai joué à Magic. C'était ma fenêtre de jeu, 10-13 ans à peu près pour Magic. Puis,
sais, à cette époque-là, évidemment, mon argent de poche passait dans les paquets de Magic. Là, on en achetait beaucoup des paquets de Magic. Quand une nouvelle série sortait, on achetait une boîte, on se séparait des boosters avec mon frère et mon oncle. Fait que, on était vraiment très investis dans Magic. Et même que j'ai fait des tournois de Magic quand j'avais à peu près 11-12 ans. On avait un magasin de cartes à Sorel dans ce temps-là, en face du McDo. Puis je faisais des tournois des fois à la fin de semaine avec des adultes. Puis j'ai gagné une fois un tournoi quand j'avais 12 ans contre des adultes avec mon petit deck de blanc, de petites créatures minables. Mais c'était comme un deck de Zerg quasiment. Là. Fait que mes petites créatures, je les mettais super vite. Puis là, j'attaquais l'autre super vite. Puis là, il y avait des gros decks avec plein de cartes rares, tout ça. Puis c'est comme. Il se faisait battre. Là. Fait que j'étais super fier de ça. Fait que c'est des beaux souvenirs Magic. Puis tu sais, tout l'aspect jeu de cartes, tout l'aspect aussi de. Tu sais, mon amour des deck building, mais c'est sûr que ça a commencé avec Magic parce que j'analysais les cartes. Ok, quelle carte qui serait bonne à mettre avec quelle carte dans mon deck? C'est quoi les synergies que je peux faire? Ou je sais que je vais jouer contre un deck de vert. Ben, qu'est-ce que je peux faire pour justement contrer un deck de vert? Comment je peux me bâtir? Fait que tu sais, d'analyser ces combos-là, puis comment les contrer. Ben, ça fait partie de la construction de ton deck, puis c'est toujours une partie que j'ai super gros aimé. Fait que c'est pour ça, comme un jeu comme Marvel Champion aujourd'hui, moi, faire mon deck avant la game, je trouve ça le fun, parce que justement, ça me rappelle mes années de Magic en disant, hey, ça serait cool de mettre cette carte-là avec lui, puis je peux me faire un deck d'alliés, puis de faire des synergies comme ça. Ben, tout ça a commencé avec Magic. Donc, j'ai joué beaucoup dans ces 3-4 années-là à Magic. J'ai encore toutes mes cartes, là. Moi, c'était vraiment la série Revise, puis dans cette époque-là, là, 80, c'était dans les premières séries, là, ça faisait peut-être 3-4 ans que Magic existait, là, fait que c'était à peu près en 94-95 que j'ai joué, là, fait que ça faisait pas super longtemps que c'était sur le marché encore. Fait qu'on a vraiment trippé fort à Magic. On emmenait nos decks de cartes à l'école. J'avais 2-3 amis au primaire qui jouaient aussi à Magic. Puis des fois, on demandait à la prof... il pleut dehors, on peut-tu rester dans la classe puis jouer à Magic? Fait qu'elle nous laissait les 3 dans la classe puis on jouait à Magic pendant les récrés. Puis en secondaire 1 aussi, on traînait nos decks à l'école, on jouait sur l'heure du midi. Fait que Magic, ça a vraiment été un jeu qui a eu une grosse influence sur moi. Puis tout l'aspect d'aimer les jeux de cartes, les combos de cartes, les deck building, ben, c'est sûr que tout ça part de l'intérêt que j'avais pour Magic puis de l'influence que ça a eu sur moi. Là. C'est un bon choix. Moi, j'avais détesté profondément Magic, mais c'est à cause de ma première game. J'ai joué juste une fois dans ma vie de Magic. Puis je devais avoir 16 ans. Puis j'avais un ami qui était un gros joueur de tournoi puis qui trippait. Ouais. Mais lui, ce qu'il avait fait, je l'ai su par après, évidemment, mais lui, il aimait ça péter le monde à Magic. Fait que quand il montrait le jeu Magic, il disait, regarde, j'ai préparé des decks. T'sais, moi, je vais prendre celui-là, toi prends celui que tu veux des 3-4 autres que j'ai préparé, puis comme ça, on va jouer. Puis il faisait exprès, il avait comme préparé un bon deck, puis 4 decks pourris pour être sûr qu'il pèterait à gueule. Ah, c'est chiant, ça. Fait que je m'étais fait dévisser, j'avais à peu près pas joué de cartes, puis j'ai dit, c'est bien plate ton jeu, puis j'ai jamais rejoué. Fait qu'il faudrait pêcher le réessaye. Avec une expérience de même, ça donne pas le goût. Mais le pire, c'est que j'ai encore tous mes vieux decks du temps. Faudrait gérer ça un jour. Il continue à en sortir, ça doit être bon. Un bon coup de pied d'un tibia, là. C'est fou. Ça règle bien les choses. C'est fou ce que ce jeu-là a défié dans le temps puis dans la durée de vie que ce jeu-là a, que ça marche encore super fort. Puis, oui. Tu sais, 93, là, ça fait longtemps, là. Hey, ça fait 27 ans, là. Parce que même moi, j'avais pas joué, puis tu me l'as fait découvrir, là, ça fait pas si longtemps que ça. En fait, c'est dans les premières années qu'on a commencé à gamer ensemble, genre en 2011-2012. Puis j'ai aimé ça, là, mais j'avais jamais joué avant ça. J'avais acheté un deck, puis j'avais sorti mes vieux decks pour jouer comme. C'était le fun. J'ai bien aimé ça. Ah, ben très bon choix. Avec Magic, mon numéro 2. On est rendu au numéro 1, drumroll. Jules, ton numéro 1. Oh! Mon numéro 1 a déjà été nommé. Oh! A déjà été nommé. C'est un jeu qui m'a amené solidement dans les deck building, mais solide. J'ai plongé dedans tête première. Et il s'appelle, bien évidemment, sans aucun doute là-dessus, Legendary Marvel. Oh oui. Ce jeu-là, on en a parlé tantôt, un peu comme David, l'amour des deck building a commencé avec celui-là. Ça a été la pointe de l'iceberg. Puis moi aussi un peu à la LP, mais beaucoup moins intense. C'est le jeu, le style de jeu que tu vas retrouver le plus dans ma ludothèque. Là. Solide.
Tous les types de deck building, je triple là-dessus. Aussitôt qu'il y a du deck building ou de la construction d'engins, des combos avec des cartes, ou aussitôt qu'il y a quelque chose de combo, là-dessus, je me mets à triper solide. Donc, Legendary Marvel m'a amené vers les jeux de société modernes, mais vraiment solide. Le nombre de games que j'ai joué à ça, là, sérieusement, là, c'est incroyable. Incroyable, puis je rejouerai encore autant de games. Ah ouais. Ça, c'est incroyable. On a joué plein de games ensemble sur nos iPads. Ben oui. Ah non, je me tente pas, puis pour vrai, là, wow. Quel jeu. Super. Bon choix. Que dire d'autre? Dans mon cas, mon numéro 1, c'est étrangement le jeu que j'ai moins joué de toute ma liste. C'est le numéro 1 parce que c'est le plus vieux. Ouais, c'est un jeu des années 70. C'est quand même un excellent jeu. Puis je suis content parce que c'est un jeu qui a été réédité il n'y a pas très longtemps. Okay. Qui a été réédité l'an dernier. C'est un jeu que j'ai joué juste 2 fois dans toute ma vie, mais ce fut 2 expériences fort mémorables. Une fois à la fin de l'adolescence, puis une fois au début de l'âge adulte, fait qu'à 21-22 ans, quelque chose comme ça. C'est un jeu qui s'appelle Dune. Ouais, c'est ça que je pensais. Oh! Dune, c'est Root 40 ans en avance. Ouais, ben oui. Dune, c'est un jeu, tu sais, moi j'avais déjà, quand j'étais jeune, j'avais tripé sur le film Dune, rendu à 12-13 ans, j'avais lu tous les romans de Dune qui existaient à l'époque, fait que c'est un univers que j'aimais beaucoup. Puis un moment donné, dans un chalet, je devais avoir 13-14 ans, j'ai un oncle gamer qui avait amené ça, puis là, il jouait, des adultes jouaient ensemble, puis là, je disais, hey, je veux jouer, moi, à Dune. Puis là, il dit, non, tu peux pas jouer, je t'attends un peu. Moi, je joue à Access Analyse, quand même. J'étais un petit peu plus vieux de bord, parce que je jouais déjà à Access Analyse, ça avait été ça mon argument pour rentrer dans le game. Puis, tu sais, dans le fond, c'est que chaque joueur va contrôler une faction, puis chaque faction se joue de façon extrêmement symétrique. Puis là, ça fait à peu près 20 ans que j'ai pas joué, fait que là, les souvenirs sont pas très clairs de toutes les règles. Ça, c'était le board. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. C'était laid, là, les composants. On avait joué chez Sly une fois. Les jetons étaient minuscules. Eh oui. Oui, on a un ami qui l'a puis qui a acheté la nouvelle édition. J'ai hâte d'ailleurs qu'on s'organise finalement une game pour que je puisse rejoindre la nouvelle édition. Les composantes sont pas tant plus belles que ça, mais elles sont quand même plus belles aujourd'hui que ce qu'elles étaient à l'époque. Mais l'idée, c'est que c'est un jeu de contrôle de victoire et de confrontation. Mais à la Root, chaque faction est extrêmement différente les unes des autres. T'sais. Puis il faut que tu sois conscient de chacune des factions, c'est quoi son habileté. T'sais, lui, en début de game, par exemple, tu vas piger différents généraux de différentes armées. Puis c'est que toi, tu possèdes des traits des armées des autres. Puis au début de chaque phase de combat, quand il y a un combat qui se déclenche, tu envoies tes troupes et tu dis c'est lequel de tes générales qui va se battre dans cette bataille-là. Mais si j'envoie ces troupes-là contre David, puis c'est lui qui a pigé mon général en début de game, mais il flippe mon général, puis il dit non, tes troupes s'en viennent avec moi, ton général se rebelle, puis ça rentre. Mais il y a une des factions qu'eux autres, ils en pigent 6 genre de généraux au lieu de 2 au début de la game. Fait que tu veux jamais les attaquer. Il y en a un, tes troupes sont en orbite autour de la planète de Dune. Fait que là, quand tu vas déposer des troupes, il faut que tu payes une espèce de taxe, la guilde des voyageurs, je sais pas trop, là, la guilde des taxis, pour pouvoir déposer tes troupes sur la planète. Mais il y en a un qui c'est lui, la guilde des taxis. Fait que quand tu payes, tu réalises pas trop, puis à un moment donné, il y a comme plein d'argent. Mais comment ça? Ben, parce que à chaque fois que tu débarques une troupe, faut que tu le payes. Lui. C'est l'empereur, je pense, faut que tu payes. Parce que bref, ça fait longtemps, mais tu sais, chaque faction a vraiment un feeling différent. Puis pour exploiter le jeu à son maximum, si ma mémoire est bonne, il va jusqu'à 6. Puis pour vraiment triper, il faut que tu le joues à 6. Parce que là, tu vois toutes les factions en jeu, puis tous les pouvoirs de chacun. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils font, mais je me rappelle que c'était des expériences vraiment épique. Ouais. Puis c'est la première fois, puis ça a été vraiment long, hein, que je revois ça dans un jeu de contrôle de territoire, qu'on ne joue pas avec les mêmes règles, toi et moi. Là. On va lancer les mêmes dés, se déplacer un petit peu comme Root. Le combat marche un peu de la même façon pour tout le monde. Ton déplacement, ça marche de la même façon pour tout le monde, mais c'est la seule affaire. Le reste, on fonctionne complètement différemment. Fait que ça m'avait vraiment impressionné pour l'époque, puis ça m'avait donné le goût de justement continuer à explorer des gros jeux. Puis à l'époque, il était déjà plus trouvable. Fait que j'ai jamais été capable de l'acheter jusqu'à temps qu'il ressorte récemment, mais là, j'ai des amis autour de moi qui l'ont acheté, fait que je vais jouer avec eux autres. Mais tu sais, déjà, quand j'ai joué à l'âge de 15, 16 ans, 17 ans la première fois, ça faisait déjà presque 20 ans qu'il était sorti, fait qu'il était déjà pas trouvable. Fait que j'ai jamais été capable de mettre la main dessus. Fait que bref, mon numéro 1, parce qu'il est sorti en 1979, Dune. Mais, pour vrai, ce jeu-là, c'est un précurseur, c'est fou. L'ambition de jeu-là à cette époque-là, là. Oui, puis je sais que FFG a refait une version qui s'appelait Rex Imperium, une affaire comme ça. Dans l'univers de Twilight Imperium. Dans l'univers de Twilight Imperium.
Celui-là, je ne l'ai jamais essayé. Il paraît que c'est exactement la même C'est chose, les mêmes mais t'as pas règles, les. c'est juste un autre skin thématique. Ouais, c'est ça, t'as pas les factions de Dune. Là. Exact. Faudrait bien l'essayer à un moment donné, mais là, ils ont ressorti la nouvelle version de Dune. Fait que là, j'ai très très hâte de l'essayer un jour quand on pourra. Excellent choix. Moi, mon numéro 1, c'est aussi un jeu qui a été nommé. Et c'est un jeu, pas de 1979, mais de 1989. Ben oui. Donc, évidemment, on retourne à HeroQuest. HeroQuest, c'est un jeu que j'ai découvert quand j'étais au primaire, là, quand j'avais peut-être 7-8 ans pour vrai. Là. Je jouais avec mon frère, avec mon oncle. Fait qu'on a découvert, dans le fond, HeroQuest avant de jouer à D&D. Fait que c'est vraiment ce jeu-là qui nous a donné la piqûre, puis qui nous a ouvert après ça à tout le RPG, puis D&D, puis tout ça. Puis tu sais, ce style de jeu-là, le Dungeon Crawl, ben, tu sais, ça a toujours été un style de jeu que j'aimais. Puis justement, quand je suis revenu un peu dans l'univers des board games modernes, ben, tu sais, des Imperial Assault, des Descent, des Castle Ravenloft, Temple of Elemental Evil, des Gloomhaven, tu sais, tous ces jeux dans cette veine-là, c'est sûr c'est des jeux qui me font triper, c'est parce que j'ai toujours aimé ce style-là depuis que j'avais découvert HeroQuest quand j'étais super jeune, puis on jouait tellement à HeroQuest qu'on inventait des scénarios, puis on inventait des nouvelles classes avec mon frère. Fait qu'on tripait vraiment solide à Ça me HeroQuest. surprend pas. Donc, pour vrai, c'est vraiment un des jeux qui a eu la plus grosse influence sur moi. C'est le jeu qui m'a envoyé vers le RPG, mais c'est aussi le jeu qui m'a envoyé vers tous les jeux de Dungeon Crawl qu'on connaît aujourd'hui. On sait qu'il y en a un puis un autre. On a juste à regarder en arrière d'LP, puis on peut en trouver une coupe. Oh oui. Il y en a quelques-uns. Donc, Ben, il avait fait une campagne il y a quelques années de HeroQuest sur. 25e anniversaire. Je me rappelle plus c'était sur quelle plateforme, c'était pas Kickstarter. Mais je pense qu'elle avait été annulée à cause des droits d'auteur. Ouais, ça avait été un flop monumental, je sais pas trop. Là. Ouais, je sais pas, il n'y avait pas les droits d'auteur, fait que la campagne avait été annulée puis tout ça, fait que... si ça arrive à un moment donné sur Kickstarter, je risque de le prendre. La nostalgie ferait acheter ça à beaucoup de monde. Si on fait des millions avec Fireball Island, je pense qu'HeroQuest peut faire plus. Ils ont fait encore plus de millions avec The Dark Tower. Là. Ah oui. Ah, Pat, il l'a pas pris en plus. Dark Tower? Ouais. Il dit ça, mais il va arriver avec un moment donné. Non, j'ai failli le prendre, mais j'ai pas pris Dark Tower. Moi, j'ai pas joué à ça quand j'étais plus jeune. Je le connais pas, le jeu. Ah, il est plus vieux, lui. C'est les années 70, je pense. Je pense qu'il est sorti en 80 ou 81, mais je suis vraiment pas sûr. Ben, les gars, ça conclut notre... c'est 81. Ça conclut notre top 10 des jeux qui nous ont accrochés au hobby des jeux de société moderne. Fait que c'est vraiment un top très personnel, mais très historique, puis voir qu'est-ce qui a eu un impact sur le gamer qu'on est aujourd'hui, dans le fond. Fait que j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On vous invite d'ailleurs à partager en commentaire. C'est quoi, vous, les jeux qui vous ont accroché aux jeux modernes? C'est quoi le jeu que vous pouvez dire? Quand j'ai découvert ce jeu-là, ben, c'est ça qui m'a ouvert la porte à ce style de jeu ou aux jeux de société en général. Fait que partagez-nous ça dans les commentaires. On a hâte de lire, justement, et de voir c'est quoi les jeux qui vous ont influencé. Sinon, ben, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme en bas pour vous abonner. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous voulez, vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon. Donc, merci Jules, merci LP pour ce top 10. Grand plaisir. Yes, c'est vraiment le fun. Et on va vous souhaiter à tout le monde une excellente fin de journée et continuez de gamer. Ciao, faites attention à vous. Yeah.